Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Je suis Marina. On a vu dans le chapitre précédent que ça se calme un peu niveau action à Poudlard. Il faut dire que la première tâche du tournoi nous a pas mal occupés ces derniers temps. Et comme le titre de ce chapitre l'indique, une autre épreuve attend Harry, mais pas que, parce que le bal de Noël approche. Et oui, le tournoi des 3 sorciers, ce ne sont pas que des épreuves périlleuses, ce sont aussi des traditions. Et pour celle-ci, Harry et Ron ont une mission, trouver une cavalière. Ce qui s'avère d'autant plus compliqué pour Harry parce qu'il doit ouvrir le bal en tant que champion. C'est un autre chapitre léger qui nous attend, où sentent bon les hormones adolescentes. Et on partage ce petit pan de l'histoire avec notre auditeur Erwan pour cet épisode. Salut Erwan, comment ça va ? Ça va bien, salut Jérémy, salut Marina. Merci. Grand plaisir d'être avec vous pour ce chapitre léger, effectivement. Plaisir partagé. Bah ouais, tu vas nous accompagner sur le chapitre et puis on fera aussi un petit after show. Mais avant de donner le thème, Erwan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur ce que tu as envie de dire ? C'est quoi ton profil de fan d'Harry Potter ? Je suis un vieux fan maintenant. Je recalculais tout à l'heure. On m'a offert les 3 premiers livres en 99 et j'ai une histoire un peu similaire à celle de Marina. J'ai ouvert le bouquin, j'ai lu quelques pages, je l'ai refermé, reposé pendant 6 mois avant que ma mère me dise « Ah, on te les a offerts, fais un petit effort, va les lire ». Ah, je suis contente de trouver le même début d'histoire que moi. C'est pas souvent, ouais. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Ouais, quand je t'ai entendu le raconter, ça m'a fait penser à mon histoire de « Non, j'étais pas du tout un lecteur à l'époque, un peu le cadeau empoisonné. Ah, super, des livres. » C'est ça. Et puis bon, une fois que je suis rentré dans le 2e chapitre, c'était fini pour moi jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai lu le 4e tome juste avant que le premier film sorte et depuis, bah c'est la passion. Hein. Ouais, donc t'as vraiment découvert à la genèse de la saga Harry Potter, c'est-à-dire que t'avais lu tous les livres qui étaient sortis alors que le premier film arrivait. Ouais. Ah super, Ouais. top ça. Les 3 premiers étaient sortis quand je m'y suis mis. Ouais. Question de curiosité, est-ce que t'as souvenir d'avoir développé un univers à toi pendant tes lectures avant que les films arrivent ou pas ? Mais j'ai des souvenirs d'avoir développé cet univers, mais malheureusement, il est si loin Ouais, je me rappelle pas. Je me rappelle que quand les films ont été annoncés, j'étais super impatient de voir ce qu'ils allaient en faire à l'image, de comment ils allaient faire le Quidditch, les sorts. J'en discutais avec des amis à l'époque. À ton avis, comment ça va se passer, Gringotts, le Quidditch? Et puis maintenant, qu'est-ce que je donnerais pour retourner à ce moment-là, pour reprendre mon imaginaire là où je l'ai laissé quand les films ont pris le dessus et ont balayé tout ce que j'avais construit enfant en lisant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que les films nous ont surcontaminés d'images et même si on avait lu le livre avant, c'était ton cas Erwan, c'était ton cas Marina aussi. Bah après c'est vrai, j'avoue que c'est difficile parce que maintenant l'univers avait un univers visuel quoi par les films et donc je peux comprendre que c'est un petit peu compliqué. Et du coup aujourd'hui tu es adulte, le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est que dans ta candidature, tu nous disais être papa et notamment maintenant transmettre ta passion, notamment à ta fille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Mais carrément, ouais. Effectivement, en tant qu'adulte, je suis devenu papa. J'ai 2 enfants maintenant. Le petit dernier est encore un peu trop jeune pour Harry Potter, mais la grande qui a 7 ans maintenant, ça a vite été une évidence que fallait qu'elle aime Harry Potter. C'est pas. Elle n'avait pas le choix. C'est pas un choix. Non, bah non. Non, elle aurait pu ne pas aimer. Par chance, ça lui a tout de suite plu. Au début, je lui racontais les grandes lignes. C'est l'histoire d'un sorcier dans une école de magie. Et puis, très vite, elle a demandé à ce que je lui raconte. Et j'ai pris le premier tome, lui résumais les chapitres. Je faisais un petit peu mon fréquence 9/3/4 le soir avant le coucher. Voilà, je lui ai raconté quelques dialogues, les grandes lignes, et puis et un chapitre par soir. Et puis maintenant, on a fini de tout raconter. Et elle prend les livres elle-même, elle les découvre dans la totalité. Elle me dit « Ah, mais tu m'avais pas raconté ça !» Et c'est encore
Et elle le redécouvre alors que je lui ai déjà raconté. Donc c'est génial de partager ça avec elle. Justement, en after show, du coup, ça sera notre thème, notre petit fil conducteur pour les gens du Patreon, les Patronus. On va un peu discuter comme ça librement de comment on peut transmettre sa passion pour Harry Potter, que ça soit avec des enfants, avec ses enfants par exemple, ou de façon générale à son entourage, etc. Voilà. Parce que c'est une question qui revient souvent Ouais. des parents nous écrivent pour savoir à partir de quel âge ils peuvent commencer à lire Harry Potter à leurs enfants. Et nous, on n'a pas d'enfants, donc Non. on n'a pas trop de conseils à donner. Et justement, on aura ta vision de papa pour essayer de donner quelques conseils aux parents qui souhaitent se lancer dans l'aventure avec leurs enfants. Ton Bon, expertise. chaque enfant est différent, je veux pas. Oui, c'est ça. sûr. Mais en tout cas, on aura ton retour sur l'expérience. Ouais. Donc voilà, ça sera pour l'after show. On peut voir que tu es Poufsouffle. Tout à fait. tu représentes bien, vous n'avez pas l'image évidemment en podcast, mais voilà, c'est très clair par rapport à ton sweatshirt que nous avons un Poufsouffle avec nous, 3 maisons représentées dans ce podcast. Bah ouais, mais là, juste avant l'épisode, j'ai refait le test Pottermore, notamment pour un hibou. Et si je suis honnête avec les réponses, je suis Poufsouffle. Ah, mais tu sais que moi je suis Gryffondor hein, sur Wizarding Donc, World. voilà. Mais c'est une belle maison aussi, hein, Poufsouffle. Très fier d'être Poufsouffle. Oui, juste avant qu'on commence, Marina est tombée malade récemment, se remet petit à petit. Moi, ça arrive, donc désolé si les voix sont un peu nasales sur cet épisode. Vous nous excuserez pour ceux qui ont suivi mon stream d'hier, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, we will survive. Ouais, on va survivre à ce début de printemps. Ouais. Mais pour l'heure, on va retrouver Poudlard qui prend peu à peu les couleurs de Noël, alors que nous, On a un on petit peu en quitte décalage. quoi. doucement l'hiver, enfin même si officiellement là nous sommes au printemps. Et le doux parfum de la romance et des histoires amoureuses de jeunesse. Suivez-nous. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 22. La tâche inattendue. Alors le chapitre commence sur Harry et Ron qui se font enguirlander par le professeur McGonagall. Le programme du cours qui se termine était de transformer des dindes en cochons d'Inde. Mais les deux amis sont occupés à faire un combat discret de baguettes farceuses provenant de Fred et George. Alors là, ça démarre quand même sur un jeu de mots assez délicieux parce qu'il est dit que le cochon d'Inde de Neville a encore des plumes et que pour McGonagall, il s'agit plutôt d'un cochon d'Inde, donc un cochon tiré d'Inde. Parce que vous avez compris le petit jeu de mots. Et ça m'a intéressé de voir la version originale. J'ai fait la même démarche. Ah, t'as fait la même chose. Bah dis-nous ce que t'as trouvé. J'ai vu la blague, je me suis dit, elle est excellente. Ouais. Mais il est parti d'où? Qu'est-ce qu'a écrit Rowling pour qu'il fasse cette blague? Et elle existe simplement pas dans la version originale. Ouais. C'est vraiment Jean-François Ménard qui est venu mettre sa petite patte dans le chapitre. Effectivement. Parce qu'en anglais, il faut qu'il change une pintade jusqu'à un cochon d'Inde. Donc il y a un petit jeu de mots avec guinea fowl et guinea pig. Ouais. Mais il n'y a pas ce petit ajout de cochon d'Inde sans accent qui bien joué au traducteur. Ouais. Je me demande si c'est pas permis de faire ce petit jeu de mots, de l'ajouter parce que il y a quand même un petit jeu de mots de base avec le guinea pig et guinea fowl. Mais effectivement, par contre, là, on est vraiment sur un ajout un peu comme les cheveux de Madame Maxime. On a Jean-François Ménard en roue libre, mais je suis pas super convaincu par les cheveux, comme vous le savez. Mais par contre, là, j'aime plutôt bien ce petit cochon tiré d'Inde. C'est excellent. J'ai trouvé ça excellent. Ouais. Et il est dit aussi là dans ce début de chapitre que les baguettes farceuses de Harry et Ron se transforment en perroquets en fer blanc et en haddock en caoutchouc. Je dois avouer qu'à chaque fois que je lis ce passage, je ne sais pas ce qu'est un haddock. Est-ce que vous savez ou pas? J'aurais tendance à dire un poisson, non? Ouais. Moi, dans mon imaginaire, c'était un oiseau. Ouais. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que c'est, et j'y suis pas. Je n'ai pas été voir ce que c'est. T'as pas été voir? Alors, c'est une bonne réponse de Marina. En fait, il s'agit d'un poisson. Et Marina, ça ne m'étonne pas que tu l'aies parce que c'est un poisson que t'aimes plutôt bien, je pense. C'est de la sardine? Non, c'est pas ça? Non. Alors, c'est un poisson populaire en Norvège, mais aussi au Royaume-Uni.
Parce que c'est le poisson du fameux fish and chips. Souvent, c'est du haddock dans le fish and chips. Voilà. Mais par contre, haddock en caoutchouc, moi, à chaque fois, je suis là, mais c'est quoi le haddock? Voilà, peut-être que dans un an, j'aurai encore oublié. C'est possible. Faut se mettre une note. Ouais. Après avoir repris les dissipés Harry et Ron, McGonagall annonce à la classe que le bal de Noël approche. C'est une tradition du tournoi des 3 sorciers qui est ouvert à partir de la 4e année. À cette annonce, la Vande et Parvati se mettent à glousser en observant Harry. Là, j'ai noté instant eau précieuse. Est-ce que les plus jeunes auront ta référence? Peut-être pas, non. Ça se vend encore aux précieuses, mais il n'y a plus la pub, on s'est plus trop mis en avant dans les magasins. Enfin bref, c'est le début. Enfin, ça servait à quoi? C'était pour les boutons d'acné? Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. C'était une lotion à se mettre sur le visage. Donc ça commence, les petits gloussements et tout. Et il y en aura beaucoup dans le chapitre. Notamment la Vande et Parvati qui vont être toutes fofolles là. Voilà. McGonagall précise que le bal aura lieu dans la grande salle à Noël et qu'une tenue de soirée est obligatoire. Et là, sur un ton décrit comme désapprobateur, elle ajoute que le bal a, je cite, toujours quelque chose d'un peu échevelé. Alors c'est sûr que c'est pas le mot qui viendrait à l'esprit si on a McGonagall en tête, et d'ailleurs il y a Harry qui a la même pensée. Ça veut dire quoi, échevelé? Échevelé, je le dis mal d'ailleurs, j'ai dit échevelé, ça dit échevelé. Désordonné. Les cheveux sont d'accord, désordonnés, freinés. Okay. C'est une métaphore un peu, tu vois, faut imaginer. Elle doit avoir des souvenirs qui remontent de précédents bals de Noël. Elle veut pas trop en dire, mais elle laisse entendre que bon, c'est possible qu'il se passe des choses, quoi. Je suis sûr que McGonagall elle a vécu quand même sa jeunesse et qu'elle a pas toujours été cette professeure stricte et droite dans ses bottes telle qu'on la connaît maintenant. On sait qu'il y a eu dans sa jeunesse une McGonagall folle amoureuse d'un moldu, une McGonagall passionnée. Donc je pense que voilà, McGonagall a évolué, mais je l'imagine bien échevelée. Et j'avais mal imaginé comme ça aussi. Mais bon, dans le chapitre, elle donne vraiment encore là une image stricte et carrée. Si elle l'a été, c'était il y a un moment. Ouais. Mais la professeure précise pour autant que ses élèves de Gryffondor devront avoir une conduite exemplaire et à la hauteur de la réputation de l'école. Petite question, parce qu'il y a une scène assez fameuse dans le film où du coup McGonagall elle fait danser Ron. Voilà, petit cours pratique avec Ron devant toute la salle entière, avec les filles séparées, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. J'aime plutôt bien comment c'est adapté tout ça. On va peut-être parler de la scène dans la grande salle aussi un peu plus tard avec Rogue et tout. Mais il y a une réplique assez célèbre aussi dans la scène de danse. C'est la réplique que dit McGonagall et que répètent les jumeaux Weasley. Est-ce que vous l'avez en tête ou pas? Les mains sur les hanches, non? C'est ça? Non, c'est une phrase qu'elle dit. Et du coup, Fred et George, ils sont là, essaye de le dire plusieurs fois sans bafouiller. Ah, oui. Vous l'avez ou pas? Je l'aurais plus, non. C'est là-dedans qu'il y a les babouins. Oui. Quelque chose, il y a babouin dedans. Précisément, c'est « Je ne veux pas que vous vous comportiez comme une bande de babouins braillards et empotés. » Voilà. Effectivement, et les deux jumeaux les répètent rapidement, doucement. Donc dans le livre, c'est un peu plus soft. On n'a pas McGonagall qui danse avec Ron. Ça a été ajouté dans le film et tout. Néanmoins, c'est quand même McGonagall dans le livre qui annonce qu'il y aura un bal. Et d'ailleurs, elle ne fait pas que annoncer qu'il y a un bal, parce qu'à la fin du cours, elle demande à voir Harry en privé. Et elle commence par lui expliquer que les champions est leur partenaire. Mais là, Harry stoppe tout de suite son professeur. Quel partenaire? Une cavalière? C'est quoi? De quoi il s'agit? Parce que lui, c'est clair, il sait pas danser, quoi. Mais McGonagall est stricte sur la tradition du tournoi. Il est de coutume que les champions et leurs partenaires ouvrent le bal et il devra donc s'y coller lui aussi. Et là-dessus, Harry s'imagine avec un haut de forme et une queue de pie en compagnie d'une danseuse portant le même genre de fin freluche que la tante Pétunia lors de ses soirées cocktails. Là, je me suis dit un truc, c'est peut-être un peu profond, enfin un peu peut-être surinterprété. Mais je me dis que Harry, il n'a pas forcément le meilleur des référentiels en termes de couple, déjà, et puis aussi en termes de figure féminine, parce que tout de suite, par exemple, quelque chose comme danser en couple,
tout de suite, ça lui évoque quelque chose de très kitsch à la tante Pétunia. Peut-être l'imaginaire adolescent aussi. Ouais. L'adolescence, t'oses pas trop danser en couple, tu t'imagines pas danser collé serré avec une fille et tout. Parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont 15 ans. 14, 14, 15, ouais. 14-15 ans. Tu penses que c'est plus affaire d'âge que vraiment Ouais, j'ai de l'impression. background familial. Ouais. C'est vrai que le modèle qu'il a eu jusqu'à son entrée à Poudlard était pas le meilleur, quoi. Ouais. Mais bon, je me dis qu'il peut peut-être fantasmer la relation entre ses parents, qui devait être belle, et peut-être qu'il vaut mieux qu'il se concentre là-dessus que sur effectivement les Dursley. Bah ouais. Je surinterprète peut-être un peu. Et je trouve ça intéressant de voir que inconsciemment, ce qui vient à l'esprit de Harry, c'est la tante Pétunia. Tu vois, il y a peut-être un truc un peu de. Il doit avoir peur de danser, et du coup, il a quelque chose qui lui arrive en tête qui est pas positif, et effectivement, c'est la tante Pétunia avec ses robes. C'est ça. Il y a quelque chose un peu de peut-être de freudien là-dedans, de psychanalyse, je sais pas. La discussion avec McGonagall a ébranlé Harry, au point même où il se demande s'il ne préférerait pas affronter de nouveau un dragon plutôt que de trouver une cavalière pour le bal. Il est un peu dans l'abus quand même, hein, parce qu'il oublie vite quand même par où il est passé, parce que le dragon c'était un vrai truc, alors que là, bon... Bah, je sais pas, franchement, je me suis posé la question durant tout le chapitre. Moi, à 14 ans, waouh, on me demande d'inviter quelqu'un pour un bal. Ouais. Déjà, à 14 ans, j'osais à peine parler à un garçon. Donc, de là à l'inviter et à danser avec lui, je pense que j'aurais préféré combattre un dragon, en fait. Ah ouais? À 14 ans, ouais, j'étais très timide. Parce que je me suis posé la question, si à 14 ans, t'imagines, on nous aurait imposé, je sais pas ce que t'en penses, Erwan, mais enfin, imposer, oui et non, d'inviter quelqu'un à un bal. Mais moi, sincèrement, mon adolescente Marina, elle est toute intimidée, là, vraiment. Je pense que j'aurais été intimidé aussi, surtout avec l'ordre. C'est un ordre qu'elle donne, McGonagall, à Harry Oui. à ce moment-là. T'as pas le choix, c'est comme ça. Tu arrives avec une cavalière et c'est toi qui ouvres le bal devant tout le monde. Et je comprends qu'à ce moment-là, quand il a déjà battu le dragon, ça lui semble bien plus simple quand même. Il sait qu'il peut battre un dragon, il l'a déjà fait, mais trouver une cavalière pour danser devant tout le monde, il l'a jamais fait et ça lui paraît bien plus impressionnant, je comprends. Ouais. Bon, on va voir que pas c'est plus sûr que- facile de combattre un dragon pour lui que d'inviter quelqu'un. Ouais. Effectivement. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une différence entre Harry et Ron quand même, parce que Ron, il veut trouver une cavalière pour aller au bal, parce que sinon il peut pas y aller, mais au pire, c'est pas trop grave, alors que là, effectivement, McGonagall, pour Harry, elle ne lui laisse pas le choix, en fait. Est-ce que tu dois forcément être accompagné si tu veux aller au bal? Bah ouais, est-ce qu'il doit ouvrir le bal, donc... Non, mais Ron, non, Ah il oui, peut y aller tout seul. Ah, Ouais, je pense. ouais, je Je pense qu'il peut y aller tout seul, ouais. Ouais, je pense. Oui, c'est ceux qui sont plus jeunes. C'est-à-dire, tu peux inviter quelqu'un Oui, de plus c'est ça. jeune, mais Il peut ouais. être au moins en 4e année pour y aller et les années inférieures peuvent y aller s'ils sont invités par quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ça, je m'en souvenais plus de ça. C'est Ginny qui va en profiter, notamment. Ouais. Mais je pense qu'à ce moment-là, McGonagall, elle serait prête à imposer une cavalière à Harry s'il se pointait le soir du bal de Noël seul. Elle ne laisserait pas faire. Je pense qu'elle dirait, bah écoute, ça va être hop, tiens, viens Ce ici, sera moi. C'est la carotte. Oui. Si vous en trouvez pas, ce sera moi. Et là, Ouais. la honte absolue. Si je lui avais dit ça, il aurait peut-être été un peu plus rapide dans la suite du chapitre. Ouais. Et oui, ouais, parce qu'il va se faire prendre de court, comme on va le voir. Bon, le bal n'est pas seulement dans l'esprit de Harry, mais dans quasiment celui de toute l'école entière. Étrangement, beaucoup d'élèves de 4e année et plus ont fait le choix de ne pas rentrer chez eux pour les fêtes, alors que le château est relativement désert à cette période en temps normal. Le bal est donc dans l'esprit de tout le monde, mais surtout dans celui des filles. D'ailleurs, Harry, il a l'impression qu'elles sont plus nombreuses que d'habitude à Poudlard, comme s'il n'en avait jamais vu autant à l'école. Des filles qui gloussent, murmurent entre elles dans les couloirs ou qui sont carrément surexcitées. Dans un cas comme dans l'autre, Harry et Ron se font la réflexion qu'elles se déplacent toujours en troupeau. Bon, il y a Ron qui suggère quand même d'essayer un lasso pour trouver une cavalière, de lancer un lasso dans les troupeaux de Non, mais filles. c'est encore des petites perles de Ron dans ce chapitre. Tu sais, c'est l'ado gauche maladroit typique Ron. Il en manque pas une dans le chapitre. La métaphore du lasso avec les troupeaux de filles, c'est pas ça, ouais. C'est pas sa meilleure métaphore, on va dire, en tout cas pas sa plus subtile. Le troupeau, c'est Ron qui l'a dit. Il me semblait que c'était Harry
Ah ouais? Et il me semble que je l'ai relu en me disant, ah, c'est Harry qui dit ça? Que troupeau, ça sonne pas vraiment très bien, quoi. Quoi faut-il toujours qu'elle se promène en troupeau, dit Harry à Ron. Mais du coup, c'est Ron qui suggère lasso. Essaye avec un lasso. Oui. Suggère à Ron. Oui. Tu sais déjà à qui tu vas demander. C'est comme. C'est ça, mais. Alors après, en fait, moi, c'est plus le truc de Ron avec le lasso que je trouve pas très subtil plutôt que l'idée du troupeau qui est bon. Moi, quand même, non plus. Oui, en fait, les deux, ouais, il y en a pas un pour attraper l'autre, c'est vrai. D'ailleurs, petit erratum, dans ma partie de chapitre du chapitre précédent, j'avais dit de Dobby que Dumbledore l'avait autorisé à dire de Lucius Malfoy, donc son ancien maître, que c'est un vieux loufoque débile. Et en fait, dans cette partie dans cette citation-là, Dumbledore parle de lui en disant tu peux dire de moi que je suis un vieux loufoque débile. Désolé pour cette petite erreur. Je pensais qu'il parlait de Lucius Malfoy. Voilà. Tu t'es trompé. Il aurait pu parler de Lucius Malfoy. Oui, en plus, oui. Ça marche pour les deux. C'est ça. Bon, on le voit là, Rowling, elle joue sur les clichés de l'adolescence. Rowling, sur les différences entre filles et garçons. Et là, je me suis posé une question, et peut-être que Marina, du coup, ton point de vue peut être plus intéressant que le nôtre, parce que on est sous le point de vue des garçons, et notamment de Harry, à ce moment-là. Donc, on a le point de vue de l'adolescent, pas de l'adolescente. Donc, le regard des garçons porté sur les filles, elles se déplacent en troupeau, elles sont toujours en groupe, elles sont là à murmurer entre elles, à glousser et tout. Et je me demande si, du coup, un jeune lecteur masculin peut pas plus s'identifier dans ces passages-là qu'une lectrice, en fait. Jeune ou pas, d'ailleurs. Mais je sais pas, toi, est-ce que Je m'identifie carrément. Mais dans quel sens? Les gloussements. Ah oui. En fait, ça te gêne pas, la vision qu'ont les garçons, ça te gêne pas. Parce que là, pour le coup, le côté... Après, tu le sais, je suis hyper girly. Moi, je rentre dans beaucoup de clichés sur les filles. Hein. Et à l'adolescent, j'étais très réservée, mais je gloussais beaucoup. Et ça m'est même arrivé en tant qu'adulte, il n'y a pas si longtemps, de glousser. D'ailleurs, je t'en avais fait la confession. J'avais gloussé face à un homme. Je t'en avais fait la confession. Alors non, réglons nos comptes au podcast. On peut être en couple et marié et quand même glousser face à un bel homme. Ah, c'était un client ou... C'était dans le milieu professionnel. C'était vraiment assez honteux ce moment. C'était il y a 2 ans. Et c'était un prestataire qui vient dans nos... C'était un prestataire qui venait dans nos bureaux et qui... Très bel homme. Après, voilà, je reconnais que, voilà, après, c'est pas parce que je trouve quelqu'un, je veux pas me justifier, mais beau que j'ai forcément de l'attirance, enfin bref, très bel homme. Et apparemment, selon mes collègues, j'ai gloussé comme une adolescente. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est horrible parce qu'en plus, j'étais dans le milieu professionnel. Mais voilà, pour dire que je m'identifie totalement et apparemment, ça peut m'arriver encore de glousser face à la jante masculine. Non, mais c'est bien, tu es sage parce que effectivement, il y a un peu de vérité dans le regard stéréotypé que porte Harry et Ron sur les filles, mais il y a de la vérité. Les stéréotypes, il y a toujours un fond de vérité. Ça s'applique pas forcément à tout le monde, mais on peut pas dire qu'aucune fille ou femme n'est comme ça en fait, parce que moi-même, je suis assez girly et il y a beaucoup de stéréotypes qui s'appliquent à moi, mais ce qui s'applique à moi ne s'applique pas à toutes mes collègues féminines en fait. Non, puis on va le voir par exemple avec Hermione et Ginny qui ont un comportement assez différent par rapport à, je sais pas moi, à Lavande ou d'autres filles. Elles rentrent pas du tout dans le cliché de glousser. Elles sont un petit peu, on sent que le bal, ça les travaille quand même, mais pas au point d'en faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, étrangement, j'ai l'impression qu'Harry et Ron remarquent plus les filles qui gloussent dans les couloirs et qui sont tout le temps en groupe de filles, plutôt que peut-être d'autres filles un peu plus discrètes, comme Hermione, comme Ginny. Ouais, tout à fait. Quand Ron lui demande s'il a une idée avec qui il aimerait aller au bal, évidemment, Harry pense immédiatement et secrètement à Cho Chang, la jolie attrapeuse de cerfs d'aigle sur laquelle il a un crush, comme on le sait. Puis, comme le fait remarquer Ron, même si c'est un peu douloureux pour lui de soulever ça, mais Harry, lui, il devrait pas avoir trop de mal vu que c'est une star dans le château. Et en effet, Harry reçoit la visite de quelques filles, en commençant par une poufsouffle de 3e année, qu'il rembarre avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, ce qui lui vaut plusieurs moqueries de la part de ses amis. Et il est aussi visité par une autre élève de 5e année, un peu plus tard, qui est beaucoup plus grande que lui.
Et à ce moment-là, Ron, il a un fou rire. Et on peut le détester à ce moment-là, Ron, parce qu'il se moque de Harry. Mais au moins, lui, il y a des filles qui viennent le voir aussi, tu vois. Alors que lui, il y a zéro fille qui lui demande, quoi. En bref, il y a un peu de jalousie, je pense, là-dedans. Les paroles d'Hermione à propos de Krum reviennent dans la tête de Harry. Sans doute que ses filles s'intéressent à lui, à Harry, simplement parce qu'il est un champion du tournoi. En tout cas, même si la situation est stressante, elle est quand même incomparable avec le harcèlement qu'il a vécu avant la première tâche. Il se dit que Cédric a peut-être calmé les Poufsouffles sur les moqueries depuis que Harry l'a aidé pour la première tâche, et même les provocations de Drago trouvent moins de public ces derniers temps. C'est pas impossible en effet que Cédric, je pense vraiment qu'il a dit un truc. Parce que Harry, il l'a sauvé pour la première tâche. Je le vois bien dire au Poufsouffle, ouais, ok, bon, les moqueries, on arrête un petit peu. Enfin, je sais pas, je pense qu'il l'a vraiment fait. Mais déjà, je pense qu'il a jamais cautionné les moqueries, mais il les a pas arrêtées non plus au départ. Mais il les a jamais cautionnées, je pense. Ouais. Oui, il devait pas en faire partie, ça devait être quelque chose qui se faisait. Et peut-être qu'il a dit quelque chose, mais je pense aussi que c'est tombé une fois, un peu comme Ron, une fois que tout le monde a vu la difficulté de la première tâche, je pense que les Poufsouffles, ils étaient plus à l'envie de se moquer ou d'en vouloir à Harry, parce que ça paraissait évident que c'est pas lui qui avait décidé de participer au tournoi. Et je pense que ça a dû tomber un peu tout seul. Peut-être que Cédric a dit quelque chose pour calmer un peu tout le monde, mais je pense que c'est tombé un peu tout seul, quoi. C'est vrai que c'était marrant à noter et à regarder comment ça se passe, parce que c'était assez inédit entre Poufsouffle et Gryffondor, parce que souvent ils sont tout le temps dans le même camp et généralement contre Serpentard, alors que là Serpentard est pas en jeu, et il s'agit simplement de Harry qui vient piquer la vedette de Cédric Diggory, le champion de Poufsouffle. Et effectivement, du coup, ça, on a bien vu qu'il y avait des rivalités, des moqueries, des choses comme ça. Mais là, on est sur quand même une ambiance un peu plus pacifique depuis la première tâche, ce qui est plutôt bien. Et autre bonne nouvelle, aucun article sur Hagrid n'est encore paru dans la Gazette du Sorcier. Lors du dernier cours de soins aux créatures magiques avant les vacances, le trio l'interroge à ce sujet et Hagrid dit que finalement Skeeter ne s'est pas vraiment intéressé aux créatures magiques, ce qui rassure Harry, Ron et Hermione. En vérité, elle a surtout cherché à récolter des infos croustillantes sur Harry, s'il était un mauvais élève, etc. Mais Hagrid n'a pas répondu ce que la journaliste voulait entendre, et Harry se dit qu'elle aurait certainement eu plus de succès en interrogeant Rogue. Ouais, je pense, ouais. Elle s'est trompée de cible, quoi. Ouais, même Ron lui dit qu'il aurait dû édulcorer les choses, dire qu'Harry était dangereux, etc. Il s'indigne en disant, mais c'est pas vrai. C'est peut-être la seule fois où Hagrid n'aura pas à dire, mince, j'aurais pas dû dire ça. Ouais. Et il a rien pu dire sur Harry. C'est même mignon parce que Hagrid, il dit d'un ton sincère à ce moment-là que, ok, Harry, il a enfreint quelques règles déjà, mais que c'est quelqu'un de bien au fond. Et on sent à quel point il est sincère quand il dit ça et tout. Et Harry, il est un petit peu... Ouais, elle est vraiment touchante, cette scène. Il est vraiment plein d'amitié, de loyauté envers Harry, comme toujours, mais Ouais. ça transparaît vraiment là, à ce moment-là, dans cet échange. Ouais. Love sur Hagrid. Mon cavalier du bal. Alors, avec Hagrid, le sujet dévie, comme souvent en ce moment, sur le bal de Noël. Hagrid dit qu'il ira certainement, et quand il demande à Harry s'il a trouvé une cavalière, Harry rougit et il dit qu'il ne sait pas encore avec qui il va y aller. C'est dit que Ron et Hermione éclatent de rire. J'ai pas trop compris pourquoi. Enfin, ils éclatent de rire ensemble, apparemment. Mais en tout cas, Hagrid, lui dit, ouais, je vais certainement y aller, mais on le voit bien quand même, hein, il gère plutôt bien ses affaires, quoi, Hagrid. Oui. Bah, un petit peu, il est déjà parti en date avec Madame Maxime et tout, il gère ses bails. Hein. Oui. Tu veux. Il dit qu'il ira peut-être. Il est pas sûr, je pense. Je pense qu'il l'a pas encore invité Madame Maxime, mais qu'il s'apprête à le faire. Je sais pas, est-ce qu'il fait, je pense qu'il fait une invitation en bonne et due forme. Je sais pas s'ils viennent vraiment accompagnés, je me souviens plus. Dans les films, en tout cas, ça nous donne pas l'impression. Bah, ils dansent quand même. C'est-à-dire qu'après l'ouverture du bal, ils dansent ensemble, non? Ah non, peut-être pas. Ah, j'ai un doute là. Je vois Hagrid gêné. Ouais. Ah oui, il se lance un regard dans le film. Ouais, mais dans le livre, je sais plus. Mais ils dansent pas ensemble. Puis à mon avis, ils ont eu la flemme de le faire dans le film parce que, comme c'est censé être des géants, ils ont eu la flemme. Sûrement. L'année dernière, j'ai même pas fait de relecture. Même pas. Ouais, dans le livre, je me souviens plus exactement s'ils dansent, mais je crois me souvenir
qu'ils dansent ensemble et que justement les élèves doivent se pousser parce qu'ils prennent pratiquement tout le dance floor à eux deux. J'ai un souvenir comme ça. Donc moi, je pense que dans le livre, ils dansent ensemble. Alors après, est-ce qu'ils sont... Je me rappelle plus s'ils partagent une danse. Je me rappelle qu'ils partagent une discussion à l'extérieur. C'est peut-être mon headcanon. Ah oui, ça par contre, oui. Voilà, ils ont ces petits moments d'intimité là, mais je me rappelle plus pour la danse. Ils ont même la dispute, mais j'ai l'impression qu'ils dansent, mais peut-être que c'est un headcanon, je sais pas. On va voir dans pas trop longtemps, ça sera au chapitre d'après. C'est ça. Plus la date du bal approche, plus il demeure une ambiance électrique à Poudlard, et plus les rumeurs vont bon train, comme par exemple le fait que les Bizarre Sisters aient fait le déplacement ou que Dumbledore ait réservé 800 tonneaux d'hydromel pour les festivités. Là, pump it up, oui. Dumbledore. L'espoir fait vivre. Ouais. Est-ce qu'ils mettent, comme dans les films américains, est-ce qu'ils ont mis de l'alcool dans le punch, le Virgin Punch Est-ce qu'ils ont les gobelets, tu sais, les gobelets rouges ouais. Mais d'ailleurs, dans les studios Harry Potter, il y a la représentation du bal, toute une table dressée comme lors du bal de Noël. C'était très, très joli. Ouais, il y a des éléments de décor. Et puis, alors je sais pas si c'est tout le long de l'année ou si c'est parce que c'est Hogwarts in the Snow en hiver. Je sais plus. Mais non, je crois qu'on peut le voir tout le temps. Mais par contre, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire, en tout cas à Noël dernier, ils l'ont encore fait, c'est qu'ils organisent carrément un banquet de Noël. Et là, pour le coup, c'est décoré comme dans le 4e film. Enfin là, c'est la grande salle carrément. Et j'ai vu des images, ça a l'air top. Mais effectivement, non, je pense que c'est régulier. Je pense que c'est tout le temps là, avec les tenues de bal et tout. Déjà, je regrette pas que pour ma première fois au studio, on ait été à Noël parce que c'était vraiment féerique. Là, il y a les décos de Noël. J'en ai encore les larmes aux yeux. Il y a les décos de Noël dans la grande salle et tout. Ah ouais, c'est magique. Ouais. On se croirait transporté dans un autre univers, dans un film, carrément. La magie de Noël plus la magie d'Harry Potter, c'est le combo. Carrément. C'est vrai. Bon, moi, j'ai envie d'y aller tout le long de l'année, mais c'est vrai qu'à Noël, Halloween, j'aimerais bien. Cette année, j'aimerais bien qu'on tente Halloween. Ouais. Ça doit être pas mal aussi. C'est vrai qu'ils ont travaillé les thèmes visuels d'Halloween et de Noël. C'est vraiment les périodes bien marquées visuellement. Ouais. Alors, on fait mention à ce moment-là de la RITM, la radio indépendante à transmission magique avec les Bizarre Sisters. Ça sera un peu notre métier sorcier, non, Marina, d'être à la RITM. La Radio Independence. Je crois qu'il me semble qu'il y a un vieux podcast de la Gazette du Sorcier qui s'appelait la RITM. Ça me dit quelque chose. Parce que quand on cherchait un nom, on regardait notamment dans les livres et forcément il y avait cette radio, mais comme ça avait déjà été utilisé, voilà, je me souviens de ça. Je sais pas s'il a travaillé le nom pour en faire le jeu de mots qui fait rythme. Je pense qu'on lit l'anagramme. Ouais, bah oui, parce que dans la version originale, c'est WW. Je sais plus c'est quoi la dernière lettre. Mais... je sais plus dans la version originale ce que c'est. Mais là, oui, il y a pas de rythme. Ouais, ça fait. Ça, ouais. De toute façon, il y a 2 radios qui sont citées, donc la RITM et puis il y a Potter Watch, Potter Veille en français. Pendant la Seconde Guerre, c'est la radio un peu pirate, celle-ci. Avec le mot de passe à trouver. Eh oui. Donc on aurait été dans la RITM Arena, puis ensuite dans Potter Veille. Les élèves sont tellement dissipés que certains profs lâchent l'affaire le dernier jour, comme Flitwick par exemple, qui les autorise à faire ce qu'ils veulent, tandis qu'il tient la jambe à Harry pour le féliciter de son sortilège d'attraction pour la première tâche. Ça me rappelle les souvenirs de fin d'année au collège et au lycée, ça. Et les cours goûter où tout le monde fait ce qu'il veut. Ou les cours cinéma où il te passe que des films. Ça ne m'étonne pas que ça se passe au cours de Flitwick. Je l'imagine bien. Vous êtes que dans le cours de Flitwick. Ouais. Oui. Ça me rappelle basiquement absolument tous mes cours d'art plastique. Par contre, le professeur Beans donne toujours ses cours de la même voix monocorde et McGonagall, Maugrey ou Rogue ne les laisse pas papillonner pour autant. En même temps, c'est un peu dur, par exemple, d'imaginer Rogue faire un goûter pendant son cours. Je l'imagine pas trop. C'est dit à ce moment-là dans le texte que ce serait pareil. Imaginer les laisser jouer dans le cours, ce serait pareil que d'imaginer qu'il adoptait Harry. Hein. Oui. Je viens les petits trucs. L'un est autant probable que l'autre. Hein. Je crois que c'est pas la première fois qu'on a une réflexion comme ça, parce que je sais plus dans quel autre extrait,
s'est dit, c'était comme imaginer Rogue distribuer des bonbons pendant son cours ou quelque chose comme ça. Ça me parle, oui. Ouais, ça te dit quelque chose. C'est toujours drôle, ces petites remarques-là. Dans la salle commune, Ron se plaint d'ailleurs de leur prof de potions qui leur a donné un examen le dernier jour avant les vacances. Hermione fait remarquer que ça n'a pas l'air de trop le perturber vu qu'il construit un château de cartes avec son jeu de bataille explosive. Harry lui dit que c'est bon, Hermione, c'est Noël. Et du coup, lui aussi prend une balle parce que Hermione lui reproche de ne pas étudier l'œuf pour la seconde tâche. Mais bon, Harry a jusqu'à fin février pour résoudre l'énigme, c'est-à-dire une éternité. Et donc, cette fois, c'est Ron qui vient au secours de Harry. C'est bon, Hermione, c'est Noël, détends-toi. J'aime bien le jeu de passe-passe entre Harry et Ron avec Hermione qui les stresse entre les deux. C'est trop drôle. J'aime bien ces chapitres où il se passe pas grand-chose, mais on avait vu aussi le trio un peu vivre entre eux dans le chapitre des cuisines de Poudlard. Mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est les scènes quotidiennes aussi. On a l'impression qu'on est avec eux et qu'on vit avec eux sur le livre. Ouais. On peut un peu plus s'identifier, en fait. Ouais, on est dans le quotidien. Ouais. C'est ça, un peu plus dur de s'identifier quand Harry se retrouve prisonnier dans un cimetière avec un mec qui lui prend du sang, quoi. Oui. Il y a un peu de tout, quoi, on va dire. C'est ça. Et puis c'est vraiment le retour à ce moment-là du quotidien, justement, tel qu'on le connaît depuis le début, où avec ce jeu de Hermione qui a le rôle de celle qui va dire aux deux autres quoi faire et les deux autres qui vont essayer de s'extirper de ce qu'ils doivent faire. C'est le retrouver le côté rassurant qu'on avait perdu alors quand il était brouillé, quoi. Ouais. On a pas mal finalement de chapitres comme ça, un peu transition dans le tome 4. J'ai surtout un souvenir dans le tome 5, on en a beaucoup. C'est pas sans surprise que c'est le livre le plus épais parce que justement on a beaucoup de vie quotidienne dans Harry Potter et tout, mais moi j'adore justement. Plus c'est épais, plus j'adore, plus il y a de détails, plus je suis gourmand parce qu'on a envie de ces moments de vie en fait dans Poudlard avec les personnages. Je suis gourmand, c'est croquant gourmand. Ça croque sous la dent. Du piment d'Espelette. Faut pas genre, on regarde pas en plus. Ah oui, non. Tout le monde nous parle de Top Chef, à chaque fois on est là, on ne connaît pas. Apparemment, il est plus dans Top Chef depuis... Oui, on a la ramasse. Lignac, il est pas dans Top Chef. Il paraît, on nous l'a redit ce week-end qu'il était pas dans Top Chef. Parce que nous, on est toujours bloqués là-dessus. Ron pose les dernières cartes pour compléter son château qui explose en lui brûlant les sourcils. Une voix lui fait remarquer que ce nouveau style ira à merveille avec sa tenue de soirée. Le compliment vient de Fred et George qui ont besoin d'emprunter Coquecigru à leur frère. Mais le petit hibou est déjà occupé à livrer une lettre. Et d'abord, pourquoi veut-il l'emprunter ? Question un peu bête, pour envoyer une lettre bien sûr. Et une lettre à qui s'intéresse Ron ? Mais Fred brandit sa baguette et lui dit de se mêler de ses affaires, sinon il le brûle aussi. Et là, il veut brûler qui, Ron ? Enfin, j'ai pas compris la phrase. Non, je crois qu'il veut lui brûler l'autre sourcil. L'autre sourcil ? Il me semble que c'est ça, comme il s'est brûlé avec son château de cartes explosives. Il me semble qu'il a un sourcil qui a brûlé ou il lui menace de lui brûler le deuxième. En fait, j'ai bugué parce que ça lui a brûlé les sourcils. Et donc, du coup... Oui, mais t'inquiète pas, il va pas immoler par le feu. Oui, je sais, mais c'est un peu bizarre cette phrase. Ouais, j'ai compris. C'est juste une menace de grand frère pour un petit frère. Oui, c'est ça. Et sinon, avec tout ça, ils ont pensé inviter des filles au bal. Ça y est, on commence, on continue. Ron et Harry n'ont pas encore de cavalière pour le bal, et comme le fait remarquer si élégamment Ron, il vaut mieux qu'il se dépêche, sinon il ne restera que les moches. Non, c'est Fred qui dit ça, je crois, du coup. Ah non, c'est pas Ron ? Non, c'est Fred qui le dit. Non, c'est Fred. Moi, j'ai toujours cru que c'était Ron. Bah non, parce que c'est Fred, et du coup, qui flex un peu, et il dit dépêchez-vous, les gars, parce que sinon, il restera plus que les moches, quoi. Mais bon... Cette réplique. Ouais, très très classe. Après, ça reste des gamins, quoi. Je pense qu'on a tous dit des phrases malheureusement comme ça, quoi. Bah, c'est sûr. Ça n'en reste pas moins. Ça pas craint. Bon à dire, mais effectivement, c'est des ados, garçons ensemble, là, qui avec charrient le un rire peu. gras et tout. Ils critiquent le physique des filles, mais ils ont la petite moustache. Je suis désolée pour les préadolescents qui nous écoutent, mais la petite moustache noire, là, qui pousse, le petit duvet, et qui permettait de nous juger sur notre physique, alors que vous étiez pas mieux avec votre petit duvet noir et nous, on disait rien.
On ne disait rien de votre duvet noir. Ça y est, c'est ma petite vengeance des années après. Toutes ces années, c'était resté enfoui. Ah, le duvet noir, oui. Bon, et d'abord, eux, ils y vont avec qui, Fred et George? Alors, Fred, lui, il sera avec Angelina. Enfin, attendez, il ne lui a pas encore demandé. Alors, du coup, hyper sûr de lui, il se retourne, il appelle Angelina qui bavarde tranquillement avec sa pote Alicia Spinet. Et Fred lui demande si elle veut l'accompagner au bal. Alors, je pense qu'avant de répondre, Angelina a essayé de voir s'il blaguait ou pas. En tout cas, elle le regarde, elle le jauge. Je pense qu'elle se dit, attends, il blague ou pas? Et je pense qu'elle a jugé que non, puisqu'elle lui a dit qu'ok, elle irait avec lui au bal. Et elle retourne à sa conversation avec son ami. Et puis, lui aussi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Fred va donc au bal avec Angelina. Mais par contre, on n'est pas plus avancé pour George. On ne sait pas à ce moment-là avec qui... Alors, on ne sait pas dans le chapitre, mais je pense qu'on le sait. On le sait plus tard, mais pour le moment, on ne le sait pas encore. Je ne sais pas avec qui il y va. L'accent est mis sur Fred, mais pas sur George. Je ne sais pas si c'est précisé avec qui il y va. Ouais, je ne sais plus pour George. Bah, même chose. Il faudra attendre le chapitre d'après. Si on a l'info ou pas. Ouais, peut-être. Ouais. Que de suspense. En tout cas, ce flex de Fred, quand même. Non, mais l'insolence. L'insolence. Ouais, l'arrogance, ouais. J'adore le truc. Le rêve de tout adolescent un peu timide. Ouais. Et là, dans le livre, il la dérange en pleine conversation avec son ami, mais dans le film, je trouve que c'est même pire, parce qu'il lui balance un bout de pain ou une boulette de papier, non? Une boulette de papier. Ouais, c'est ça. Ils sont tous en études. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est même appuyé, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échange verbal dans le film. Non, oui, le regard, il mime la danse. Ouais, c'est ça. C'est très podcastique ce que t'as fait, Jérém. Ouais, je mimais la danse. Mais mais j'en parlais tout à l'heure justement de cette scène parce que il y a deux grosses scènes qui marchent plutôt bien et qui sont assez humoristiques dans le film et qui sont pas dans le livre comme on le voit. Donc c'est la danse avec McGonagall et là c'est la fameuse scène d'études dans la grande salle où il y a Rogue qui les surveille. Il y a tout un truc où il faut pas se faire choper par Rogue. Du coup, il parle tout doucement et tout machin. Et pour le coup, là, le fait que Fred demande à Angelina, c'est dans cette scène-là, dans le film. Et moi, je l'adore. Enfin, vraiment, c'est... Alors pourtant, j'aime pas comment la coupe de feu est construite, mais alors ces deux scènes-là, McGonagall et la danse, et puis la grande salle avec Rogue, je trouve ça super comme adaptation. Bon, en tout cas, à la base, ils étaient venus pour Coxigru, et vu qu'il n'est pas disponible, ils vont se rabattre sur un hibou de l'école, et les jumeaux partent alors qu'ils ont semé le trouble chez leur petit frère Ron. Puisqu'après leur départ, Ron réfléchit qu'avec Harry, il devrait quand même s'inquiéter de trouver quelqu'un pour le bal, sinon ils vont se retrouver avec une paire de trolls. Et juste... pour revenir aux jumeaux, parce que là, c'est plutôt subtil, parce qu'on est dans le truc du bal et de trouver une cavalière et tout. Mais là encore, c'est un truc sur le fait que Fred et George, ils cherchent à contacter Ludo Verpé. C'est un petit rappel de ça. Enfin, cette backstory comme ça. Et je trouve ça plutôt bien parce que là, on a tendance un peu à l'évacuer. Parce qu'ils arrivent, ils demandent Coxigru. Et puis finalement, comme on est concentré sur le bal de Noël, on se rend pas forcément compte. Mais on est sur un truc qui a de l'importance, au final. Mais ça, c'est vous. C'est faux parce que cette ligne de l'histoire, elle me sort tout le temps complètement de la tête. Mais dès ma toute première lecture et même avec mes relectures, ce pan de l'histoire, ça me... Je sais pas pourquoi, ça me marque pas en fait. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois je l'oublie ce côté. C'est pas dans le film déjà. C'est ça, je pense que ça joue. Parce que c'est quand même une trame importante qui fait douter sur l'identité du mange-mort qui se trouve à Poudlard. Pourtant les films, pas beaucoup vus. Pas le côté avec Fred et George, mais... cette présence de Ludo Verpé moi c'est plutôt le côté avec Fred et George en fait qui lui doivent de l'argent et tout, enfin que... C'est ça, parce qu'en fait il y a eu déjà Ludo Verpé est pas dans le film, donc du coup toute cette histoire évidemment a été évacuée dans l'adaptation au cinéma. Et puis l'histoire c'est que Ludo Verpé, tu te souviens, Fred et George, ils ont parié à la Coupe du Monde de Quidditch et leur scénario qui était jugé improbable, que la Bulgarie attrape le vif d'or, que Victor Crumb attrape le vif d'or, mais que l'Irlande gagne, en fait, du coup, ils ont gagné le pari et Ludo Verpé les a payés avec de l'or de Farfadet. Et donc, du coup, pendant toute l'année, ils cherchent à rentrer en contact avec Ludo Verpé pour récupérer leur argent qu'ils ont gagné avec le pari. Et on le sait, Ludo Verpé, en fait, il a des problèmes d'argent, il est recherché par les gobelins.
Ils y ont mis toutes leurs économies quand même, si je me souviens bien. Ils en ont besoin pour leur commerce et alors tout. qu'ils sont en pleine expansion commerciale. Ouais. Il les a privés de tout est faux. Alors après, ça n'a pas une importance capitale dans l'histoire, en vrai. Non. Mais le seul truc qui est important, c'est Ludo Verpé, en fait, parce que comme je le dis souvent, son rôle, lui, dans l'histoire, dans le livre, c'est que on peut se demander à un moment si c'est pas lui le mange-mort. Et surtout à la fin, parce que Voldemort dit dans le cimetière que il y a un de ses fidèles mange-morts qui a permis à Harry d'être le premier du tournoi et d'être dans le cimetière, d'être le premier à avoir touché le porte au loin et tout. Et là, on peut penser à Ludo Verpé parce que pendant tout le roman, il aide Harry, en fait. Et, c'est une fausse piste que Rowling a tirée du début jusqu'à la fin. Et le truc qui dégoupille la fausse piste, c'est si on s'intéresse au comportement de Fred et George et que on fait le lien. Et en fait, il y a un lien parce que Fred et George sont liés à Ludo Verpé et ça n'a rien à voir. Ça marche à la relecture. Ouais. Et notamment aussi, ça a été évacué par le film, que Ludo Verpé, il y a un moment, on l'a soupçonné d'être un mange-mort. Il a même été jugé pour ça. Et ça, pareil, c'est pas dans le film. En tout cas, on peut revenir sur l'élégance de Ron et de ses frères, des moches, une paire de trolls. Et malgré l'indignation d'Hermione, Ron continue sur sa lancée. Il préfère même se retrouver tout seul que de devoir aller au bal avec Héloïse Midgen. Hermione est solidaire puisqu'elle défend la pauvre Héloïse qui n'a rien demandé du tout. Après tout, son acné va beaucoup mieux. Mais Ron persiste et signe. Donc Hermione lui dit que si elle suit sa logique, il préfère aller avec la plus belle fille malgré le fait que ça soit une peste, par exemple. Bah pour Ron, tout à fait. Il voit pas le problème. Bien sûr, il voit pas le problème, je pense. L'apparence. C'est ça. Alors la pauvre Hermione, elle préfère monter dans son dortoir que de continuer à entendre ses bêtises. Ouais, puis je pense que Hermione, elle est blessée par ce qu'il dit. Mais oui. Moi, dans cette scène, je l'ai pas vu défendre Héloïse Midgen. Au contraire, j'avais vu tester un peu Ron pour voir si c'était vraiment ce qu'il était en train de dire, alors qu'elle s'attendait peut-être. Ouais, tu penses Ouais. Elle la défend, mais c'est pour moi c'était plus elle s'attendait à mieux de la part de Ron parce que elle se dit que si jamais il lui avait demandé, elle aurait peut-être accepté, mais là elle se rend compte que c'est juste un goujat. Bah, en fait, Ron, il est pas prêt pour Hermione, quoi. Il est encore trop immature. Non. Hermione. Clairement, là, on s'en rend compte à ce moment-là, Hermione. C'est pour ça qu'elle part. Ouais. Le lendemain, Harry constate que Poudlard a pris très au sérieux les décorations de Noël cette année. Déjà, je pense que les années d'avant, c'était fabuleux, mais là, c'est grandiose. Noël est l'occasion idéale pour se pavaner devant Durmstrang et Beauxbatons. La personne en charge des décorations s'est surpassée. Et là, je me suis posé la question, mais qui pense à la décoration de Poudlard ? Qui s'en occupe ? Qui choisit ? Ouais, qui choisit toutes les petites décorations, décide de les mettre là, machin, qui coordonne les décorations, en fait. Qui est le chef décorateur de Poudlard ? C'est ça, je me suis posé la question. Stuart Gregg, chef décorateur des films. Bonne question. La vieille blague de fan d'Harry Potter. Après, pour rigoler, je me suis imaginé un instant, ouais, je suis une folle furieuse dans ma tête, comme je rigole toute seule. Je me dis, ça se trouve, c'est Rusard. Il a une passion, c'est la déco. C'est les catalogues de déco et tout. Il a pris des cours du soir de décoration intérieure. C'est ça. Moi, je pense que c'est Dumbledore quand même qui doit prendre la décision. Il doit y avoir un budget aussi. Parce qu'il y a quand même plein de petits détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein quand même de petits détails et tout. Même au niveau du bal des sorciers, c'est grandiose, tu vois. Donc, Après, je pense que c'est un effort collectif aussi de la part des profs et tout. Rusard doit apporter ça. Mais bon, comme c'est un crackmel, il est un peu limité. Mais je sais pas si c'est un truc que dans le film. Mais il y a un joli plan dans le film où c'est Flitwick qui met les décorations dans le sapin. Hagrid, il s'occupe des sapins. Wingardium Leviosa. Et oui, Hagrid s'occupe de ramener les sapins et c'est Flitwick qui utilise les sortilèges pour décorer les sapins. On peut imaginer que c'est collectif. Je vois ça aussi comme un effort collectif où chacun y va de là où il est le plus fort. Ouais. Que McGonagall a pu métamorphoser quelques objets pour les rendre plus dans la déco. Et chacun y va de sa petite touche personnelle. En tout cas, il n'y a pas Peeves qui mais j'aime bien l'histoire de Rusard qui a peut-être une passion secrète pour la déco. Je pense que Rusard, il fait ce qu'il peut, quoi. Mais Peeves est cité à ce moment-là. Ouais, je sais pas si t'en parles, mais
Du Non, coup, j'en parle pas. il s'amuse à se mettre dans les armures et à faire des faux chants de Noël grossiers et tout. Je pense que les armures sentent il est né le divin enfant et il se met à l'intérieur et il change les paroles. Ouais, Rusard, je pense qu'il est plus occupé à chasser Peeves, qui fait tout pour boycotter Noël. Le pauvre. Ouais. Alors qu'il voulait tout décorer, il est obligé de faire ses pipes. En tout cas, Harry et Ron, ils ont toujours pas de cavalière pour le bal de Noël. Et Harry a encore plus de pression car il est censé faire l'ouverture du bal avec les autres champions. Ron, il est déterminé. Ce soir, quand ils vont retourner dans leur salle commune, ils auront une cavalière. Il faut juste serrer les dents et y aller. Alors c'est drôle parce qu'ils se préoccupent de leur cavalière, mais s'inquiètent pas qu'Hermione puisse aller seule au bal, tu vois. Ils sont fixés sur eux, mais pas sur Hermione. Oui. Je veux dire, Ron, il va même pas calculer que c'est une fille. Hein, Non, donc, tu vois, il en est à ce point-là quand même. Hein, donc, faut pas trop lui en demander. Hein. Je pense que c'est pas que des mots à ce moment-là pour eux. Hermione, c'est pas une fille. Ouais, je me suis demandé, ouais. C'est vraiment leur pote, quoi. C'est leur pote et à aucun moment ils se sont dit, même entre potes, on pourrait passer un bon moment. Non, il leur faut une cavalière à tout prix. Et... Donc, alors, si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'Hermione a eu peut-être des sentiments avant Ron, des sentiments amoureux avant Ron. Mais j'ai même... Pour moi, elle les a déjà, là. Ouais. Elle a déjà compris qu'il y avait une attirance, quelque chose qui l'attirait vers Ron et c'est pour moi ce qui expliquerait qu'elle soit en colère, qu'il se comporte comme ça, qu'il soit prêt à aller avec juste la plus belle qu'il trouvera, sans s'inquiéter de si c'est une fille intéressante, intelligente. Il est prêt à y aller avec n'importe qui du moment qu'elle est pas trop moche, quoi. Et pour moi, Hermione, elle est déçue de ce comportement-là parce qu'elle a déjà des sentiments. Je pense que c'est un peu... je sais pas, enfin après c'est une théorie, mais j'ai l'impression qu'elle en a depuis le départ, mais que peut-être que dans le cadre, comme ils sont adolescents, là, vraiment, elle s'en rend compte. En tout cas, elle peut un peu plus le verbaliser. Je pense qu'elles en parlent avec Ginny, par exemple. Et comme Ginny parle de Harry, parce qu'il y a un peu un truc de contraire satire, des contraires qui s'attirent entre Hermione et Ron, et ça, c'est dès le 1, en fait. Si elle est aussi blessée par les mots de Ron dans le 1, c'est parce qu'il y a quelque chose. Après, elle le sait pas encore. Mais là, ouais, je crois que dans le 4, elle le sait un peu plus. En tout cas, elle aimerait bien que Ron lui propose. Mais on parle beaucoup de Ron, mais c'est vrai que Harry, lui, en plus, il a la pression du bal. Il aurait très bien pu demander à Hermione depuis des lustres, quoi. Je veux dire, Harry, il est pas, tu vois, il est pas le dernier non plus. Hein. Ou Ginny, qui connaît bien, Ginny, avec qui... Là, il aurait fait strike. Ouais, mais Ginny, c'est la petite sœur, donc c'est encore particulier. Ouais, déjà. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. On n'en est pas encore au chapitre du monstre à l'intérieur de Harry. Oh, mais c'est la sœur de ton meilleur ami. Et puis même là, en ce moment, Harry, J'ai hâte qu'on soit ça. Il est intéressé par Cho, pas par Ginny pour en l'instant. Plus, ouais, c'est Cho. Ginny n'existe pas dans sa tête, il n'est que Cho. Harry veut demander à Cho, mais Cho, à chaque fois qu'il la voit, elle est entourée d'une escouade d'amis. Et cette histoire d'invitation le travaille tellement qu'il ne suit pas du tout le cours de Rogue sur les antidotes. Il est tellement à la ramasse qu'il oublie de mettre son bézoard. Et résultat, c'est un gros échec. Après le cours de potion, Harry se motive à enfin demander à Cho de l'accompagner au bal. Après l'avoir cherché partout, petit stalker, il finit par la trouver à la sortie de son cours de défense contre les forces du mal. Bon, il prend son courage à deux mains et lui demande s'il peut lui parler. Les copines de Cho gloussent à foison. Dont Marina. À tel point qu'Harry pense que ça devrait être interdit par la loi. Mais heureusement, Cho, elle ne glousse pas. Cette fille exceptionnelle. Alors que Cho le suit pour lui parler, le pauvre Harry a l'estomac tout retourné. Mais bon, il faut qu'il lui demande. Il va y arriver. Tu veux aller au bal avec moi? Bon, c'est pas trop sorti comme il l'aurait souhaité. Évidemment, Cho, elle a rien compris. Fidèle dans le film, à ce moment-là. Et cette fois, il arrive à formuler correctement la phrase « Est-ce que tu veux aller au bal avec moi ?» Bon, ouf, ça y est, c'est fait. Mais malheureusement, Cho a accepté d'y aller avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre a été beaucoup plus rapide qu'Harry. Je me suis dit, est-ce que Harry, il avait prévu l'éventualité qu'elle lui dise non? Je crois que là, on dit que ses entrailles sont vides, il ressent plus rien, il tombe des nues quasiment. Donc, est-ce qu'il est un peu sûr de lui et s'est dit,
quand j'oserais lui demander, bah c'est bon, elle va accepter. Je sais pas, je me suis posé la question. Je pense qu'il a même pas pensé à l'après. Il avait tellement de mal à envisager le fait qu'il y arrive qu'il y a aucun moment il a envisagé ni le oui ni le non. Ça lui demande tellement d'énergie de lui demander que oui, la suite, il n'y avait pas pensé. Je pense. Je pense que s'il lui avait dit oui, il serait resté pareil, en mode d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. On se capte. C'est ça. Mais en vrai, un peu comme ce qui se passe dans le 5 d'ailleurs. C'est là quand même la différence entre un Cédric qui est un peu plus sûr de lui et Harry qui est plus jeune, un peu plus insecure et tout. C'est que c'est une question de temps. Parce que je pense que Cho, elle aurait accepté la proposition de Harry s'il avait été le premier. Je pense, oui. Oui, je pense aussi, ouais. Mais du coup, donc il a pris son courage à deux mains pour lui demander si elle voulait l'accompagner au bal. Mais en tout cas, il n'hésite pas trop longtemps avant de partir. Il peut pas s'empêcher de lui demander avec qui elle va au bal. Mais c'est ça, tu vois, c'est bien la preuve qu'il a pas anticipé un éventuel refus parce qu'il fait ah ok et il commence à partir et il revient. Ouais. Et tu vas avec qui en fait? Tu vas avec qui? C'est oui. Et celui qui a été le plus rapide, c'est Cédric. Et je pense que ça pouvait être n'importe qui, mais Cédric, ça mine Harry, ça l'a tellement miné qu'il en oublie d'aller dîner. La réponse de Cho ne fait que de tourner dans sa tête. Dire qu'il avait même commencé à trouver Cédric sympathique. Mais en fait, c'est qu'un bel âtre sans intérêt. Il y a un conflit là. Le Quidditch, ok. Le champion le plus aimé, ok. Mais ça, Cho, non. Et puis je pense qu'Harry retourne dans ses complexes qu'il a depuis le départ, depuis qu'il est champion, de se comparer aux autres champions en mode je suis plus jeune qu'eux, je suis plus petit qu'eux et tout machin. Et là, il se reprend une claque en mode Cédric, le beau gosse, tu vois, qui est plus grand que moi, qui est plus âgé que moi, il part au bal avec mon crush. Il doit se sentir petit. Avant ça, il se sent petit par rapport aux autres, mais il en veut pas aux autres. Alors qu'à partir de ce moment-là, il a quand même ce petit truc personnel contre Cédric. Ah oui, ouais, ça peut se comprendre. Une fois de retour dans la salle commune, il retrouve son meilleur ami qui a l'air d'être aussi déconfit que lui. Ginny est en train d'essayer de le consoler. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu arriver à Ron? Eh bien, il a demandé à Fleur de la Cour de l'accompagner au bal avec lui, alors qu'elle parlait à Cédric Diggory. Encore lui. Il est partout. Et là, Ron, il sait pas ce qu'il lui a pris. Il l'a vu, il s'est senti pousser des ailes et voilà. Et elle l'a regardé et je cite comme si c'était un verre de vase. Et elle n'a même pas pris la peine de lui répondre. Et là, d'un coup, c'est comme s'il s'était réveillé et il a pris la fuite. Horrible. Après, par la suite, je vais la trouver un peu plus sympathique, Fleur de la Cour, mais c'est vrai que les premiers temps, comme elle est décrit, elle a l'air très, très hautaine, en fait. Ouais, mais après... oui, sur sa réaction, tu veux dire. Oui. Ouais, si, elle paraît assez antipathique longtemps dans le récit, quand même, avant que Rowling lui donne une face un peu plus sympa. Ouais. Un peu plus c'est humaine. vrai que même si... parce que là, elle attaque Cédric, mais même si Ron arrive et que il a rien à faire là, il perturbe un peu ses plans à elle, et ben elle aurait pu réagir un peu autrement plutôt que de le regarder de travers. Ouais, c'est sûr. Et puis plus que travers, quoi. Il avait l'impression d'être un peu un manque-rien, je pense. Ouais. Et donc la théorie d'Harry, comme tu viens de le dire, c'est que c'est pas la faute de Ron de s'être lancé comme ça, en fait. C'est parce qu'il pense que Fleur a dû faire marcher son charme de Vélane quand elle parlait à Cédric. Et le pauvre Ron, il a dû être touché par cette onde vélanesque. Et en tout cas, elle a perdu son temps avec Cédric parce que il y va avec Cho. Voilà, du coup, ils n'ont personne pour les accompagner. Enfin, à part Neville, puisqu'il a demandé à Hermione, lui apprend Ron, et Hermione lui a dit qu'elle avait déjà quelqu'un pour l'accompagner. Selon Ron, c'est juste parce qu'elle voulait pas y aller avec lui, tout simplement. Tu sais, il envisage même pas qu'elle ait quelqu'un, c'est méchant même. Ouais. Et à ce moment-là, Hermione arrive dans la salle commune et elle est étonnée de ne les avoir pas vus durant le dîner. Et Ginny lui dit que ces deux zozos ont essayé d'inviter deux filles au bal et voilà ce que ça donne. Et là, Ron semble avoir une épiphanie. Mais Hermione, après tout, c'est une fille. Waouh! Du coup, c'est bon, leur problème est réglé. Elle a qu'à y aller avec un d'entre eux déjà. En plus, j'aime bien comment il distribue, tu sais.
Ouais, non mais il va faire pareil avec Ginny. Ah bah tiens Ginny, va avec Harry. Ouais. Mais de toute façon c'est impossible puisqu'Hermione, elle y va déjà avec quelqu'un. Elle lui dit, mais Ron, il n'arrive pas à la croire. Pour lui, elle dit juste ça parce qu'elle voulait pas y aller avec Neville et puis c'est tout. Mais elle lui répond que c'est pas parce que lui a mis 3 ans à se rendre compte que c'est une fille que d'autres ne l'ont pas fait avant lui. Et paf. Et là, allez, ok, c'est bon, je sais que tu es une fille, maintenant, tu veux bien venir avec nous? La psychologie, ouais. La psychologie de Ron, c'est fou. Mais non, elle lui a dit qu'elle allait au bal avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que je raconte des potins, là. C'est exactement ça, à ce moment-là. C'est commérage et potin. Mais non, en fait, elle va bien au bal avec quelqu'un d'autre. Et sur ce, elle monte dans son dortoir. Ron est encore persuadé qu'elle ment. Il cherche quand même à savoir qui peut bien y aller avec elle. Mais Ginny, par solidarité, garde le secret. C'est bien dire qu'elles ont parlé toutes les deux parce que Ginny, elle le sait. Oui, elle le sait, Ginny. Bon, Ron est toujours persuadé que le monde entier attend son invitation. Et donc là, il décide que Ginny n'a qu'à y aller avec Harry. Et la pauvre Ginny est écarlate. Et elle aussi, de toute façon, elle est prise, elle y va avec Neville. Et elle bafouille un peu, elle se justifie, je pense, devant Harry, tu vois, parce que déjà, on s'est dit que son sourire s'est effacé quand elle a entendu que Harry voulait inviter Cho. Et là, elle cesse soudain de sourire. Ouais. Il y a un truc. Et elle fait mention aussi que si elle n'allait pas avec Neville, déjà le pauvre, il avait personne, donc voilà. Et puis en plus, c'est ça, un peu sa seule chance d'aller à ce fameux bal parce qu'elle n'est pas en 4e année, donc sinon elle pouvait pas y aller. Mais ça, je m'en rappelais plus. Qu'en dessous des 4e années, personne ne pouvait y aller. Bon, en même temps, il y aurait son trop de ticket monde, d'entrée à Ginny. C'est ça. Ouais, je pense que là, ce qui se passe là avec Ginny qui accepte d'aller au bal avec Neville aussi, ça vient faire référence à ce qu'on va apprendre plus tard dans le tome 6, si je dis pas de bêtises, où Ginny va faire des confidences à Harry et notamment les discussions qu'elle a eues avec Hermione à son sujet, parce que Ginny, comme on le sait, elle a un crush sur Harry depuis qu'elle est toute petite, enfin en tout cas depuis qu'elle a 10-11 ans, quoi. Et on sait que Hermione lui a conseillé de vivre sa vie, en fait, de plus être obsédée par Harry. Et on sait que c'est ce qu'elle tente de faire à partir du 3, après tout l'épisode de la Chambre des Secrets et tout. Et là, on voit qu'elle y arrive quand même, parce que elle tente de faire, entre guillemets, le deuil de son crush pour Harry en acceptant la proposition de Neville, même si on voit que elle aurait préféré à 1000% d'y aller avec Harry, parce que quand elle entend qu'il l'a proposé lui à Cho, soudain elle change, son visage change, quoi. Donc ça lui fait quand même mal d'entendre que Harry a proposé à quelqu'un d'autre qu'elle. Mais du coup, c'est une preuve de maturité, je trouve, de la part de Ginny, je pense qu'à ce moment-là, elle suit les conseils de Hermione et elle vit sa vie. Ouais. Elle est bien plus mature que son frère, déjà. Oui, ça c'est sûr. Mais je l'ai pas vu comme ça, moi. Pour moi, ça intervient un peu plus tard, ce changement de... Ouais, pour moi, là, c'était... Quand Ron propose l'éventualité qu'elle puisse y aller avec Harry, elle devient écarlate. Et je pense qu'elle y a pensé, mais qu'elle a jamais eu le courage, un peu comme Harry avec Cho, de faire la demande, et que Neville, c'est un peu comme par amitié, et que c'est aussi une porte d'entrée dans le bal, mais on voit qu'après elle devient amie avec Neville, etc. Et pour moi, je l'ai plus vu comme un signe d'amitié que comme le commencement de son émancipation par rapport à son crush pour Harry. Ah oui, ça, mais pour c'est Neville, possible. c'est de l'amitié, oui. Ouais, non, on peut le voir comme ça. Et je me demande, mais par exemple, parce que plus loin, son émancipation, c'est quand elle va sortir avec Lynn Thomas, non? Ouais, mais ça vient après. Mais je trouve que là, on est quand même sur une première étape en mode... parce qu'elle pourrait très bien être dans un mood... de toute façon, c'est soit Harry me propose, ou soit j'y vais pas au bal, tu vois. Un peu un esprit comme ça, alors que... Je sais pas. Ouais, c'est possible que ce soit justement les prémices de ce changement-là qu'elle opère au bout d'un moment pour finalement l'avoir à la fin. Mais... Ouais. Et puis ça va plutôt bien marcher. De toute façon, Hermione est souvent de bons conseils, parce que effectivement, le fait qu'elle vive sa vie, qu'elle ait des petits copains et tout machin, au bout d'un moment, Harry va plus la voir comme la sœur de son meilleur ami qui a un crush sur lui, mais comme une jeune femme indépendante et tout. Et c'est là où en fait il va se dire
Ginny, pas mal. Ouais, donc, ouais, ça marche plutôt bien. Bien joué, Hermione. Je voulais aborder un sujet qu'on a, je crois, déjà évoqué. Mais justement, là, on parlait de l'éventualité de Ginny de proposer à Harry. On a quand même, là, le bal de Noël et tout, on a quand même une vision assez hétéronormée, très traditionnelle, hein, des relations amoureuses. Il est question que de couples mixtes et il est question aussi que de mecs qui proposent à des filles. Est-ce que, par exemple, l'inverse se passe? Est-ce que, genre, des filles proposent à des garçons ou est-ce que c'est que dans un sens? De quoi, dans Harry Potter ou dans la vie? Là, dans le chapitre, là, en fait, là, c'est que des mecs qui se mettent la pression pour trouver des cavalières. Mais est-ce que les filles, plutôt que, parce que là, en gros, on a un peu ce cliché des filles qui sont en groupe, qui murmurent, qui gloussent et qui attendent que les garçons leur proposent d'être leurs cavalières. Mais est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce qu'il y a des filles qui proposent à des garçons, j'espère que oui, il faut faire sa propre imagination et sa propre histoire, bien sûr que oui. Et au début du chapitre, Harry il dit non à trois c'est vrai. filles qui viennent le voir. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Donc, je pense qu'elles aussi, elles sont en quête de... Après, pas que, il n'y a pas de genre. Après, il faut remettre dans le contexte de... Par exemple, moi, je m'en souviens quand j'étais adolescente. Après, je sais pas si c'est le contexte dans lequel j'ai grandi ou autre. Mais je sais pas, c'était tout le début des années 2000. C'était plutôt les garçons qui demandent aux filles, c'est les garçons qui font le premier pas, etc. Hétéronormé. Quand j'étais plus jeune, quoi. Mmh. Mais hétéronormé, oui et non, parce que j'avais des copines qui étaient lesbiennes, hein, donc... Non, mais... déjà au collège. Hein. Assez traditionnel où c'est au cavalier de trouver la cavalière. Ouais. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de... C'est aussi une forme de norme aussi. Oui, c'est ça. Maintenant, ça change. Les temps changent maintenant, donc tant mieux. Mais on est encore dans la... Peut-être qu'on est de la dernière génération où c'était peut-être un peu trop genré les formations de couple ou autre. Mais déjà, c'est déjà pas mal, je trouve, à Poudlard en 94, effectivement, que ça soit pas que dans un sens et qu'il y ait des filles qui proposent aux garçons. C'est déjà une forme de progrès, je pense, en 94, parce qu'il faut remettre dans le contexte aussi. Et... Ouais, parce que quand on pense à tous les rom-coms des années 90, même début 2000, c'était la fille qui tombe amoureuse du beau gosse, ou la fille moche qui devient belle en enlevant ses lunettes, et là, le beau gosse tombe amoureux d'elle. Voilà. Effectivement, et puis on n'a que des couples mixtes. Je pense que pour avoir des couples gays et lesbiens en 94, pareil, je pense que le contexte fait que ça n'existe pas. Dans le cinéma et la littérature, faut chercher. Hein. Parce qu'en fait, on dénonce surtout le manque, donc au-delà de l'autrice et tout, on dénonce souvent le manque de représentation dans Harry Potter, merci. Mais en même temps, j'ai du mal quand on recherche dans la littérature de cette époque-là et dans les cinémas de cette époque-là, il y a un grand manque de diversité et de représentation. En fait, c'était il y a 30 généralisé, ans. quoi. Mais oui, elle est malheureusement dans l'ère du temps dans lequel elle écrit. Hein. Bon, elle n'a pas évolué avec son temps, malheureusement. Elle n'a pas évolué en bien, on va dire. C'était il y a 30 ans, imaginez-vous. Et que tout... En fait, faut pas oublier, alors ça, c'est pour les plus jeunes générations, que les sujets de représentation, de diversité, c'est très, très récent. Nous, on n'a pas grandi avec ces notions-là, en fait. Quand on était adolescent, la représentation, la diversité, on connaissait pas. D'autant plus que moi, personnellement, j'ai grandi à la campagne. Alors, pour parler de manque de diversité, de représentation, voilà, hein, Donc, toi aussi, t'as grandi à la campagne, Erwan, je sais pas. Mais en fait, malheureusement, c'est des sujets très nouveaux. Et on n'avait pas conscience de ce manque-là, ou en tout cas, en étant blanc et hétéro, à l'adolescence, on n'avait pas conscience qu'il y avait un gros manque de ce côté-là, quoi. Et heureusement, les temps ont évolué. Oui, moi, j'ai grandi en ville et c'était relativement pareil hein, à l'époque. C'est vrai que, heureusement, les choses bougent. Ouais, carrément. Mais à l'époque où elle écrit... clairement, elle est dans l'air du temps, dans ce qui se fait, et elle aurait fait autrement. Peut-être que l'éditeur aurait tiqué, peut-être que plein de gens auraient mis des barrières pour que ce soit comme il faut à l'époque, entre un garçon et une fille qui vont au bal. Et... C'est intéressant ce que tu dis.
Parce que, ouais, on peut se poser la question, est-ce que Harry Potter aurait été accepté par les éditions à cette époque s'il y avait eu plus de représentation et de diversité? Je sais pas. S'il y avait eu parce qu'à l'époque, les amours homosexuels, ça se faisait pas, les relations homosexuelles dans les livres et tout. Si, on peut en trouver, mais... Non, mais grand public, c'est pas oui. mainstream. Grand public, ça, là, mainstream, je parle. La saga Harry Potter qui commence avec les livres jeunesse, etc. Ouais, non, Ouais. il y avait pas, je pense pas qu'ils auraient laissé la place. Non, En tout cas, tout ça encore, c'est très récent, quoi. En 30 ans, c'est fou. les choses ont changé. Moi, je pense, par exemple, sur le bal de Noël, je l'ai souvent dit dans le podcast ou en stream, par exemple, que j'ai des doutes sur le fait d'adapter Harry Potter, de le réadapter aujourd'hui en 2024. Et là, apparemment, c'est le projet de HBO d'adapter en série aujourd'hui. Et par exemple, tous ces passages du bal de Noël, c'est inévitable pour moi que ces passages-là seront adaptés autrement. Ça paraît inconcevable de faire un bal sans mixité. Ouais. Mais il le faut, mais en même temps, en c'est bonne gênant. intelligence. Mais ouais, mais c'est là où peut-être c'est mon avis à moi, c'est mon opinion. Mais la manière intelligente de le faire, c'est de réécrire une nouvelle histoire. It's my opinion! Et de réécrire Poudlard en 2024. Moi, oui, carrément. Moi, j'adorerais en fait savoir comment Poudlard évoluait. En plus, on en a parlé. D'ailleurs, je crois que c'était au chapitre précédent. Par exemple, Hermione qui devient ministre de la magie. Évidemment qu'elle a changé énormément de choses et que le monde de la magie est devenu plus progressiste, peut-être à leur rythme aussi, parce que les sorciers ont toujours un train de retard par rapport aux Moldus, je pense, sur certains sujets. Mais néanmoins, je pense que la société a évolué, surtout après la défaite finale de Voldemort. Et moi, ça m'intéressait de savoir ça. Par contre, réadapter une histoire qui se déroule dans les années 90 dans un contexte bien précis et de les mettre à la sauce de notre époque d'aujourd'hui, qui a énormément changé et en bien, et c'est très bien, ça va forcément venir tordre le canon original, et ça, on peut l'éviter en réadaptant, enfin en évitant de réadapter en fait. Pas sûr, parce que comme je te dis, la représentation et tout ça, il faut que ça soit fait en bonne intelligence. En fait, ça peut être inclusif sans bouger le canon, en fait, j'ai l'impression. Faut juste pas, comme on en a discuté précédemment, de dire ce personnage il va être noir parce que aujourd'hui ça se fait de mettre des personnes noires, homosexuelles, parce que machin, des producteurs qui ne croient pas du tout en l'inclusivité et qui vont balancer ça pour faire plaisir aux gens, alors que eux ils s'en foutent total, et ça se ressent. Faut que ça soit hyper sincère dans la démarche, et là ça se ressentira. Mais il faut de la recherche, et pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu paresseux ce qu'ils font, de reprendre l'histoire comme ça. Et moi, je me dis, par rapport à ce chapitre et celui qui suit, celui du bal, que ma lecture, elle a évolué aussi. Et entre le moment où je l'ai lu, dans les débuts des années 2000, collège, avec la vision qu'on me donnait à l'époque, effectivement, je l'ai lu tel quel, mais aujourd'hui, quand je le relis, entre les lignes, pour moi, tous les couples sont là, toutes les identités de genre, elles sont là. C'est pas parce qu'elles sont pas couché noir sur blanc que dans un monde tel qu'il est décrit par Rowling, ils existent. Et pour moi, il y a des couples homosexuels au bal, il y a des gens seuls, il y a des gens... tout le monde est là, et c'est pas parce que elle l'a pas marqué que forcément, à l'époque 94 au bal, il y avait tout le monde. Et c'est pas la version qui est écrite parce que ça pouvait pas l'être, je pense, à l'époque. Je dis tordre, mais effectivement, c'est tordre, tout dépend de comment on le fait. Ça peut être fait avec sensibilité, en tout cas qu'on apporte de l'inclusivité sans que ça vienne perturber le canon de base, mais c'est un équilibre fragile quand même, je trouve. En tout cas, c'est se mettre une difficulté qui peut être évitée en réécrivant des nouvelles histoires. Enfin, mais voilà, mais après, moi, c'est mon avis, c'est-à-dire que je trouverais ça cool d'apporter de l'inclusivité à Poudlard, mais en racontant le Poudlard d'aujourd'hui. Mais ça demande un peu plus d'imagination, peut-être. Après, c'est nos opinions. Après, les auditeurs et auditrices en ont sûrement encore d'autres. On s'en fiche de vos opinions, ok ? C'est pas vous, les podcasteurs. En plus, après, non, mais sur ce sujet, ça serait intéressant d'inviter des auditeurs qui sont concernés par ce manque de représentation et d'inclusivité, parce que nous on discute, on est 3 personnes blanches et tout, avec donc pas la minorité, c'est vrai. Oui, on n'est pas la minorité, on est hétéro, etc. Mais ça serait aussi intéressant peut-être d'entendre l'avis des personnes justement qui ressentent ce besoin d'inclusivité et de représentation aussi. En fait, le truc que je crains un peu, mais peut-être que c'est infondé, mais le truc que je crains un peu,
c'est les petites guéguerres. Tu sais, s'il y a de l'inclusivité dans l'histoire telle qu'on la connaît déjà, et que du coup, il va y avoir des ajouts, je pense qu'il va y avoir un aspect fanfictionnel. Je sais pas, par exemple, on peut imaginer Dean et Simus ensemble. Je sais qu'il y a des fanfictions là-dessus, ou des ships. Ouais, mais comme ça, ça. on s'en fout. Bah, on Enfin, s'en je fout. veux dire, On s'en fout, mais tu vas voir ça n'a pas que... d'incidence sur Mais l'histoire. en fait, moi, je m'en foutrais. Mais tu vas voir que s'ils font ça, et peut-être qu'il y aura des choses comme ça, tu vas voir que ça va créer des vieux débats sur les réseaux sociaux. Va y avoir des fans un peu moins tolérants, sans doute, qui seront là en mode ouais, c'est n'importe quoi, Dean et Simus, ils sont pas ensemble. Et tu sais, ils vont s'accrocher au texte en te prouvant que c'est pas possible qu'ils soient ensemble. Tu vois, genre, ça va créer des trucs comme ça. Et est-ce qu'on a envie de ça? Pas Tu vois, forcément. par exemple, quand je dis... faudrait pas prendre mal mes paroles quand je dis c'est fait n'importe comment de mettre de l'inclusivité, de la représentation, mais par exemple dans le sens où, par exemple, si on dit que Harry et Ron, on en fait un couple homosexuel, bah là, du coup, Là, l'histoire n'est plus du tout la même. pour Il moi, vaut mieux réécrire une histoire, en fait. C'est pas tordre le canon, là, c'est le déchiqueter. Voilà, tu vois, genre, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, ils font pas ça. Non, je pense pas. Non, Je pense Mais, pas. non, mais effectivement, ils pourraient, comme disait Jérémy, sur des personnages qui sont un peu plus secondaires, créer une histoire pour coller à des codes sociétaux aujourd'hui qui font d'actualité. Et effectivement, ça pourrait porter à débat, mais malheureusement, Jérémy, je pense qu'il faut s'attendre à quoi qu'il arrive du débat sur les réseaux sociaux le jour où sortira cette série. Ça, c'est sûr. Il y aura toujours les insatisfaits, les satisfaits. De toute façon, on est à une époque où tout est débattu. Ouais, mais tout est n'importe quoi. Ouais, mais enfin, les réseaux sociaux, c'est le plus grand PMU du monde, quoi. Tout ce que je dis, c'est que oui, j'évite. Tout ce que je dis, je suis pas au courant comme ça. C'est des débats qui auront lieu, et peut-être aussi que ça part aussi d'un petit manque d'inspiration, sans doute, de la part des artistes pour créer des nouvelles histoires. Parce que je trouve que réadapter les livres Harry Potter, c'est aussi une forme de facilité, mais c'est une fausse facilité. C'est un peu illusoire parce que on a souvent tendance à l'oublier, et c'est pour ça on le rappelle. En tout cas, ça nous tient à cœur, par exemple, là, sur ce chapitre-là, de bien faire noter que c'est une histoire qui se déroule il y a 30 ans. Ça a été écrit il y a aussi bien longtemps. Il faut remettre le contexte de la temporalité de l'histoire, mais aussi de la temporalité de l'écriture. Et aujourd'hui, l'époque a changé. Donc, du coup, c'est une fausse facilité pour moi. C'est facile parce que le matériel est là, mais c'est pas facile parce que l'époque a changé. Donc, ce qui serait peut-être un peu plus compliqué d'un point de vue artistique, c'est de développer l'univers en créant des nouvelles histoires. Ils ont essayé de le faire avec les Animaux Fantastiques, ça s'est planté. Ça les a peut-être refroidis d'ailleurs, je sais pas. Voilà, après, c'est mon opinion personnelle. Je préférerais voir autre chose. Par exemple, le futur, enfin le présent, un truc comme ça. Ou un autre préquel. Ou n'importe quoi d'autre. Mais de réadapter les livres, j'ai un peu peur des débats que ça va provoquer. Mais voilà. Je suis pas convaincu. Je fais du roleplay sur un site Harry Potter qui se passe dans le futur. Ah, mais voilà. Et ça n'a que du bon. Pour moi, les Animaux Fantastiques, ça partait trop bien dans le sens où ça se passait avant, donc une autre temporalité, mais en plus dans d'autres continents, dans d'autres cultures magiques. Il y a tellement de trucs à développer que, voilà, réadapter les livres, ça peut se défendre. On peut aussi avoir des petits doutes. Après, voilà, de toute façon, je suis un fan zouz comme les autres, et puis la série, je vais l'attendre, je vais la regarder jour 1, enfin voilà. je fais genre, mais je suis super content en vrai, mais voilà. Ça serait bien aussi d'avoir autre chose. Moi, je suis assez impatient. Je suis pas un grand fan des films. Et si une série peut être un peu plus proche de l'œuvre littéraire, j'en serais que plus content, mais je ne pas trop d'espoir non plus dans la série. Bon, en tout cas, pendant notre petit débat sur la future série Harry Potter, Harry semble avoir trouvé une solution. Il vient de voir Parvati et Lavande entrer dans la salle commune. D'un pas décidé, il demande à Parvati si elle veut bien l'accompagner au bal. Après avoir terminé sa crise de gloussement, elle accepte. Harry la remercie, je trouve ça trop drôle. Merci. Et demande en même temps pour Ron à Lavande, mais elle y va déjà avec Simus. Harry lui demande conseil pour savoir qui peut bien aller au bal avec Ron. Il essaie de caser son pote. C'est ça. Le bon pote. Parvati s'étonne qu'elle ne demande pas à Hermione. Et sa curiosité est piquée au vif quand elle apprend qu'Hermione va déjà avec quelqu'un d'autre. Pour Ron, sa sœur Padma, qui est de Serre d'Aigle, peut peut-être l'accompagner. J'ai fait l'éloge des films. Pour le coup, la petite blâme au film. Parce que dans la scène du film, il y a Parvati et Padma qui sont dans la salle commune de Gryffondor.
les fans du livre savent que ce n'est pas possible parce que Padma est ta sœur d'aigle. Donc Padma n'a rien à faire dans la salle commune de Gryffondor. Et la vente n'existe pas dans le 4e film. Donc voilà. Ça dénonce. Ça dénonce. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que, imaginons que la vente soit pas prise. Elle y va avec Simus, hein, c'est ça. Mais imaginons qu'elle soit libre et qu'elle ait dit oui à Ron. Est-ce que ça aurait pas pu être le début d'une romance entre Ron et Lavande avant l'heure? Non. Non, parce que Ron aurait eu la même réaction face à Hermione et Krum et qu'il aurait fait passer une mauvaise soirée à l'avant. Oui, du coup, ce qui se passe après n'aurait jamais eu lieu, en fait. Ouais. Après ça, Harry retourne vers son ami en se disant que le bal ne vaut sûrement pas tout le mal qu'il vient de se donner. Il espère au moins que Padma a le nez au milieu de la figure. Et ce chapitre se clôt, comme ça a commencé, avec élégance. Merci Erwan et Marina pour ce chapitre 22 de la coupe de feu. Vous ne me remerciez pas, vraiment, je le prends très mal. Ben si. Non, merci c'est à le vous. principe. Du coup, je glousse parce que vous m'avez remercié. Merci à vous de m'avoir invité. J'allais pas vous mettre un râteau comme c'était le thème du chapitre. Ouais, t'aurais pu accepter l'offre d'un autre podcast. Vous avez été les premiers. J'ai refusé tout ceux d'après. Là, t'as glussé. Je cherchais un nom de podcast connu. T'as refusé Lena Situation qui t'a proposé juste après. Et ouais, dommage pour elle. Désolé Lena. Commençons par sélectionner le chapitre qui nous marque le plus sur ce personnage. Le personnage qui nous marque le plus sur ce chapitre et non pas l'inverse. La fièvre commence à monter de mon côté. Si vous deviez retenir qu'un personnage, lequel serait-il? On peut commencer par Erwan. Je sais pas s'il y a un personnage qui se démarque plus que les autres pour toi. J'ai longtemps hésité. Au final, c'est le calendrier qui m'a décidé. Parce que le jour où on enregistre, c'est l'anniversaire des jumeaux Weasley. Et pour moi, je vais choisir Fred et son arrogance dans la drague. J'ai hésité avec McGonagall pour son côté carré strict, très loyal à Gryffondor, à Poudlard, et Hagrid qui est un très très bon ami dans ce chapitre. Mais j'ai choisi Fred. On est le 1er avril. Ils sont nés le jour du poisson d'avril, ce qui n'est pas un hasard, je pense. Moi, j'aime bien Ginny. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Je saurais pas expliquer pourquoi. J'ai envie d'être sa pote dans ce chapitre. De toute façon, dans le 4, je pense que c'est le livre où ça commence à dévier par rapport à ce qu'on sait d'elle dans le film et comment ça a été adapté dans le film. Et ça va être surtout vrai dans le 5 où vraiment Ginny va prendre son indépendance et ça va devenir un personnage complètement différent. Et là, on a le prémisse de ça, je trouve. Ouais. J'aime bien Hermione aussi parce qu'elles font la balance, comme tu l'as dit, avec les autres filles aussi. Ouais. Par rapport à leur caractère. Bon, on passe à la volée. C'est toi. Mais moi, je vais faire débat, mais on a dit que le meilleur personnage, ça peut être en bien comme en mal. Ouais. Et pour moi, c'est Ron, en fait, parce que je trouve que Ron, c'est tu vois, il est au centre de tout à chaque fois. Et, il est remarquablement ignoble. Dans voilà. Mais du coup, on le remarque. Sa puérilité tellement insupportable qu'elle en devient risible et finalement, on rit de lui, en fait, dans ce chapitre. Il est ridicule. Et un côté superficiel qu'on ne retrouve pas tellement après, mais dans le contexte, Alors voilà, quand on pense qu'il peut pas faire pire, si, il fait pire, quoi. La métaphore du lasso, et puis demander à Fleur de la Cour d'aller au bal, de se rendre compte que Hermione est une fille. Enfin voilà, il s'enfonce de plus en plus et on est spectateur de ça et on se moque de lui. Donc moi, je trouve ça assez délicieux. Voilà. Et si on devait renommer ce chapitre 22 de Harry Potter et la coupe de feu, honneur à toi, Erwan, également. Je sais que tu as plusieurs... Il y a tes 7 propositions. T'as plusieurs... T'es inspiré, je crois. J'en ai trouvé plusieurs. Je vais rester sur 2. C'est le bal des balourds. est venu. Ouais. C'est bien, en plus, le bal des balourds. Harry et Ron font de sacrés balourds dans ce chapitre, quand même. Ouais. Et sinon, j'aime bien le
N'aie pas pitié des morts, Harry, mais de tous ceux qui vont au bal sans partenaire. Ouais, dans le côté dramatique. Là, c'est le... C'est ça, ils passent leur chapitre, c'est l'épreuve de leur vie que de trouver une cavalière, alors que bon. C'est ça. Et toi, Marina? Harry Potter, le bachelor. Bah, c'est un peu l'inverse en vrai, parce que enfin, je sais pas, le bachelor, c'est quoi? C'est genre, il a plusieurs filles. Oui, donc- attends, il a refusé quand même l'avance Ah de ouais, 2 c'est filles. vrai. 3 même. 3. Ouais. C'est vrai qu'il a du succès, en fait. Quand hein. même, malgré tout. Tu sais, il a pas confiance en lui, mais c'est juste que la fille qui l'intéresse ne lui demande pas, mais sinon, il a du succès. Et puis, genre, il refuse parce qu'il y a une fille qui est trop grande pour lui, tu vois. Ouais, mais il est un peu idiot, tu vois. Bah après, je suis désolée, hein, s'il y a des garçons de 14 ans qui nous écoutent, mais c'est un peu le propre d'un garçon de 14 ans. Ah oui. Mais en tout cas, Harry Potter respecte à la lettre ce stéréotype mais qui est en partie vrai, et que les garçons sont un peu moins battus à âge égal que les filles, quoi. Enfin, ça, c'est... En tout cas, c'est... Encore une fois, c'est un stéréotype, évident dans Harry Potter. mais oui. Oui. Le chapitre le montre bien. Ouais. Et toi, Jeanne? Moi, petite référence, je sais pas si vous allez la voir, petite référence cinématographique. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 22, Les Beaux Gosses. Je sais pas si vous connaissez ce film de Riyad Je m'en Satouf. parle à chaque fois, mais je connais pas. Ah là là, Ouais. voyez Les Beaux Gosses de Riyad Satouf, parce que Je vois, ouais. c'est l'histoire de 2 mecs, ne serait-ce que l'affiche. Regardez l'affiche, c'est Harry et Ron dans ce chapitre. Je sais pas lequel est lequel, mais... C'est ça. Ouais, c'est un film vraiment sur 2 mecs en galère dans leur adolescence avec les filles et compagnie. Et ça m'a vraiment inspiré, ça m'a vraiment rappelé ce film. Donc voilà, petit conseil culturel au passage. Allez, il est temps de retrouver vos hiboux sonores dans la traditionnelle volière. On y va. Pourquoi t'as pris une voix robotique? Je sais pas, parce que je réfléchis en même temps que je parle. Nous commençons avec un premier hibou sonore, celui de Cécile. Bonjour, Jérémy, Marina et votre invité, si vous en avez un ou une pour cet épisode. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre super travail que vous faites avec ce podcast. Je vous ai découvert pendant le Covid et vous m'avez vraiment aidé à surpasser de nombreuses heures de travail où je n'avais tout simplement pas envie de travailler, mais me plonger dans le monde d'Harry Potter. Donc un très grand merci à vous. Et aujourd'hui, j'avais une question par rapport au processus de création des sortilèges. Donc, dans Le Prince de Sang-Mêlé, on voit que Harry utilise un sort qu'il a trouvé dans le livre de potions du Prince de Sang-Mêlé. Et Rogue lui dit que c'est un sort qu'il a créé lui-même. Donc, je me demandais comment est-ce qu'un sorcier peut créer un sort ? Et surtout, pour les sortilèges impardonnables, moi, je me demandais qui les avait créés, pourquoi, et surtout, pourquoi le ministère de la Magie a laissé des sorts comme ça être créés, sachant que, en soi, c'est pas très sympa de lancer un sort impardonnable. Voilà, j'espère que vous aurez réponse à ces questions, et je vous souhaite une bonne continuation, et à très vite. Merci Cécile pour ton hibou. Alors comment on crée un sort et est-ce qu'on sait qui a créé les sortilèges impardonnables? De sacrées questions auxquelles malheureusement j'ai pas donné de réponse précise parce que en tout cas j'ai pas trouvé d'informations officielles. Alors c'est sûr dans les livres il y en a pas, mais même dans l'univers étendu j'ai pas trouvé grand chose pour être honnête. Par contre tout ce qu'on sait, c'est que c'est difficile et potentiellement dangereux de créer des sortilèges. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est la mère de Luna, qui en est malheureusement morte. Hein, c'est Luna qui l'explique. Elle est morte en créant des sortilèges. Après, vraiment, sur quel est le processus, qu'est-ce qu'elle faisait la mère de Luna exactement au moment de sa mort, on peut faire que fonctionner notre imaginaire. On a quand même des exemples de personnages qui ont créé des sortilèges, mais là aussi, c'est pas décrit précisément ce qu'ils font. C'est un peu comme Voldemort qui crée des Horcruxes. Voilà, on sait qu'il le fait, comment exactement ça se passe, quel est le processus exact. Pour le coup, là, c'est du hors-champ. Il faut développer son imaginaire. On pense évidemment à Rogue, hein, parce que Rogue, c'est l'exemple le plus évident. Il a créé plusieurs sortilèges, on le sait dans le tome 6.
le sortilège de Sectus Sempra, l'Assurdiato, le Libera Corpus, etc. Et pareil, les sortilèges impardonnables, ils existent. Par qui ils ont été créés? Pareil, on ne sait pas. En tout cas, on sait qu'ils sont très anciens. Est-ce que c'est un mage noir de l'époque? Voilà, on peut avoir que des suppositions. Je sais pas si vous avez d'autres choses vraiment sur le canon. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé grand-chose. En vrai. Si toi tu n'as pas trouvé. Ah, je suis pas. Ouais. Je suis pas. Non, je suis pas l'encyclopédie loin de là. Hein. Ah ouais. Bah non. Je lis les encyclopédies. Et non, j'ai rien trouvé non plus qui sortirait soit des livres, soit de l'univers étendu. Pour moi, c'est un peu dans l'imaginaire. Pour moi, c'est vraiment voilà des sorciers un peu plus doués que les autres, qui sont capables de ressentir la magie, peut-être de la façonner, et qui à force d'essais, de tentatives, ils arriveraient à créer des sorts. Mais j'ai trouvé quand même une petite chose dans l'univers étendu qui pourrait correspondre à la question. C'est par rapport au bois des baguettes. Parce qu'on peut, chaque bois a des particularités, comme on sait que la baguette choisit son sorcier. Et dans la liste de bois qu'on peut trouver sur le wiki, il y en a 2 qui correspondent et qui m'ont fait penser que peut-être il y a le chêne rouge, où il est dit que le maître d'une baguette en chêne rouge, il a l'esprit vif et adaptable et qu'il est souvent l'inventeur de sortilèges personnels qui sont sa marque de fabrique. Mmh. Et il y a également le pin qui dit que c'est une baguette, c'est un bois qui aime l'inventivité et qui s'adapte sans protester aux méthodes nouvelles et aux sortilèges inédits. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport avec le bois des baguettes qui serait peut-être plus à même de créer des sorts que d'autres baguettes. Des prédispositions au niveau de la baguette. Qui choisirait du coup des sorciers qui seraient à même de créer des sorts peut-être. Je me souviens plus, est-ce qu'on sait si Rogue, par exemple, a un de ces 2 bois? Non, j'ai été regarder, on connaît pas le bois. Merde! On le connaît pas. La théorie serait. On le connaît pas. On connaît pas le bois. Donc peut-être, mais c'est pas précisé. Ok, donc ça pourrait être un des 2. En tout cas, si l'univers est cohérent, ça matcherait bien. Ça pourrait être une théorie qui se tient. Ouais. Mais ça serait intéressant. Moi, j'ai toujours voulu savoir, effectivement, par exemple, comment Voldemort mettait son âme dans un Horcrux. J'aimerais bien aussi savoir comment voir Rogue créer un sortilège, comment ça se passe exactement. Enfin, on le dit souvent dans la volière ou dans les chapitres, mais c'est bien qu'on sache pas tout non plus. Parce que si on sait tout, après, voilà. Ça laisse place à l'imaginaire, chacun se fait son canon. Ça... Ouais. Donc, Cécile, on n'a pas de réponse précise à t'apporter, mais si ce n'est la meilleure des réponses, imagine ce que tu veux, crée ton propre univers et ça, c'est trop bien. Nous passons au hibou sonore de Kalen. Coucou la fréquence 9.3, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kalen, j'ai 13 ans et j'ai une question pour vous. Je me demandais quels étaient vos patronus et si un patronus pouvait être le même animal que votre animagus et si votre patronus et animagus pouvaient être un animal fantastique. Bon je vous fais des gros bisous la fréquence 9.3, j'adore ce que vous faites, à bientôt. Merci Kalen pour ton hibou. Alors du coup, je me souvenais plus quel était mon patronus officiel. Non officiellement, j'aimerais bien que ce soit un chat. Et officiellement, alors je reprends, c'est un borzoi. C'est une race de chien, c'est une sorte de lévrier russe. Voilà, donc c'est pas un chat, mais c'est un chien, mon patronus. C'est un chien aussi, moi, sur Wizarding World. Ceci, c'est quoi? Ouais, mais par contre, c'est un peu moins sexy. Ah, c'est un bastard, non? Un bastard. Mais non. Oui, c'est ça, c'est un Mongrel Dog. En fait, c'est un chien bâtard, chien pas de race. Il me semble que c'est la même chose pour moi sur Wizarding World, mais j'ai très vite effacé cette information. Oui, c'est là en mode, wow, ils auraient pu trouver autre chose quand même. Pour moi, si la magie existe, mon patronus est un chat et rien d'autre. Ouais, voilà, petit chat. Tu peux faire ce choix-là aussi, Marina. Tu veux que ça soit un fast. C'est comme notre maison en vrai, c'est-à-dire que. Mais moi, tu sais, je te disais, moi sur Wizarding World, donc j'ai fait le test et tout, machin. Ouais, Patronus monte Graldug, et je suis à Gryffondor. Mais je suis pas du tout un Gryffondor, moi, donc je suis un cerf d'aigle. Donc voilà. On choisit aussi, on peut choisir son Patronus, y a pas de souci. Et pour la deuxième partie du message, le Patronus n'est pas forcément lié à l'animagus. En fait, le Patronus, il apparaît grâce au souvenir heureux du sorcier. Donc, c'est interprété comme une projection qui vient plus de son cœur, en fait. Donc, la source du Patronus.
Et si ce cœur se retourne vers une autre personne ou un autre souvenir quand il le projette, en fait, le Patronus, il va être influencé, il va changer. Alors que l'animagus, il change pas, en fait. Une fois qu'on a pris la forme de l'animal en question, ça ne change pas parce qu'en fait, c'est un reflet plutôt de son âme, en fait, que de son cœur. En fait, ça varie pas selon tes souvenirs ou ta personnalité du moment. Je sais pas si j'ai été claire dans mes réponses. Et est-ce que ça peut être une créature magique ? Ça, le Patronus, non, mais l'anime, non. On a un exemple. Si, le Patronus peut être une créature fantastique, ouais. Mais pas l'animagi. Si, les deux. Alors, le truc, c'est que on sait que le Patronus Dumbledore, c'est un phénix. On le sait dans le 4. C'est quand Krum se fait attaquer par Croupton Senior. Et Dumbledore utilise un Patronus et Harry reconnaît un phénix. Par contre, ce qu'on sait pas, c'est est-ce que Dumbledore est un animagus ou pas. Et si il est un animagus, est-ce qu'il est un phénix. Et ça peut poser des... On s'était déjà posé la question, parce que si son animagus est un phénix, est-ce qu'il a des parties de pouvoir du phénix? Ça peut poser des questions. Mais en tout cas, on le sait pas. Donc, Patronus, sûr que ça peut être animal fantastique. Oui. Animagus, ça reste à prouver, en gros. On sait pas. Par contre, moi, j'ai tendance quand même à penser que la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, ton animagus, c'est ton Patronus. Parce que, effectivement, comme tu dis, comme le Patronus, ça sort de toi. Généralement, c'est lié. Généralement, c'est lié. Mais on a l'exemple, effectivement, de Tonks, dont le Patronus change. Son Patronus originel, c'est un lapin. On peut imaginer que si elle était animagus, son animagus, ça sera un lapin. Mais son Patronus change quand elle est en dépression par rapport à Rémus. Et là, en fait, son Patronus devient un loup-garou, comme le lui fait remarquer intelligemment Rogue. Voilà. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, du coup. Merci. Mais en fait, ouais, on pourrait penser que c'est lié parce qu'il n'y a pas de contre-exemple dans la saga. Tous les animagus qu'on connaît et dont on connaît le Patronus sont identiques. Ouais. Mais comme voilà, il y a effectivement le cas de Tonks qui change de Patronus, on peut dire que c'est pas lié parce que ça peut changer. Hein. Ouais. Et puis, je trouve que pour le coup, je trouve ça cohérent qu'un Patronus puisse changer, comme je trouve ça tout aussi cohérent qu'un animagus ne change pas. Et je pense que ton Patronus de base, c'est ton animagus. Oui, effectivement, les deux peuvent s'écarter par le temps faisant. C'est-à-dire que si ton Patronus change, du coup, ton Patronus n'est plus ton animagus. Mais s'il change pas, les deux sont les mêmes. Je dirais que ça doit être ça dans la plupart des cas. Mais on le sait, dans le monde de la magie, il y a très peu d'animagus. Donc on a très peu d'exemples en vrai. Et concernant les Patronus, sur le wiki, c'est aussi indiqué qu'il peut y en avoir en forme de dragon et de sombral. Mm-hmm. Mais que tout ce qui est animaux fantastiques sont très très rares. Des Patronus qu'on trouve très très rarement chez les sorciers. Et pour le coup, je sais même pas du coup si dans ces cas rares-là, comme c'est le cas pour Dumbledore, qui a un phénix en tant que Patronus, est-ce que vraiment ton animagus c'est un animal fantastique? Je sais pas. Parce que les seuls exemples qu'on a, ce sont des animaux entre guillemets normaux, quoi. Hein. Mm. Ouais. Donc, est-ce que t'es aussi spécial que ça au point d'avoir une créature fantastique comme animagus? Je sais pas. Tout est possible, Kalen. C'est comme pour Cécile, l'imaginaire. Allez, on passe au prochain hibou sonore. Celui-là nous a été envoyé par Salomé. On écoute ça. Coucou Jérémy et Marina, je m'appelle Salomé et j'écoute votre podcast depuis un moment déjà. J'ai découvert quand vous étiez au début du 4 et j'ai vu très vraiment en retard. Mais je me posais une question. Dans le 7e tome, quand Harry devient maître de la baguette de Suro, et parce qu'il a désarmé Drago qui a désarmé Dumbledore. Dans tout au long de la saga, par exemple dans le 5, il désarme des personnes. Genre, voilà, dans l'armée de Dumbledore. Et pourquoi les baguettes, elles changent pas de propriétaire? Merci, bisous. Merci Salomé pour ton hibou. Je me demande si j'ai pas passé ton hibou en stream. Ou alors c'était la même question par quelqu'un d'autre. Je ne sais plus. Mais néanmoins, je crois pas qu'on l'ait abordé dans le podcast. Mais on commence à avoir pas mal de volières, pas mal de hiboux différents. Donc on peut un peu se mélanger les pinceaux. En tout cas, la question est intéressante. Alors, en gros, pourquoi les baguettes magiques, elles changent pas à chaque fois de propriétaire lorsqu'on est en duel? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Et c'est ce que j'avais dit en stream, c'est que je pense qu'il faut avoir la volonté de désarmer son adversaire. Tout est une question de volonté derrière. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Parce que si c'est fait lors d'un entraînement, par exemple à l'armée de Dumbledore, ou
sans la volonté de subtiliser la baguette, bah la baguette change pas d'allégeance, ça reste ta baguette. Bon, certes, t'as perdu le duel, mais la baguette reste la tienne. En fait, je pense qu'il y a pas de processus C'est l'intention qui automatique, compte. binaire. Ouais, c'est l'intention qui compte. Parce que les baguettes, elles pensent aussi. C'est ça qu'il y a derrière le truc que la baguette choisit son sorcier. C'est que les baguettes pensent, les sorciers aussi pensent. Donc tout dépend de la situation, tout dépend du contexte. Je dirais ça. Donc si on veut récupérer la baguette de quelqu'un, effectivement, ça va marcher. Si on n'a pas forcément l'intention de le faire, ça marchera pas. Oui, puis il y a duel et duel. Il y a les duels peut-être un peu scolaires, d'entraînement ou contre des amis. Et t'as les duels vraiment où limite l'issue peut être mortelle, quoi. Mm. Je pense que c'est là Ouais. la différence des résilients. J'avais les mêmes avis que vous, ouais. Vraiment une question d'intentionnalité dans une sorte de désarmement qui est lancé, quoi. À l'entraînement, ils n'ont pas la volonté de priver l'adversaire de sa baguette. Alors que quand le sort à Drago, Harry, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Et puis je me suis dit aussi que la baguette de Drago, il la garde après et il l'utilise. Ouais, ça joue aussi, Contrairement, peut-être. Ouais. contrairement aux sorts qui sont lancés dans l'armée de Dumbledore, par exemple. Et donc peut-être que ça a joué dans le changement d'allégeance, le fait qu'il utilise la baguette et qu'il la garde pour lui comme si c'était la sienne, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de la magie quand on y pense, parce que Harry désarme Drago en prenant par la force sa baguette. C'est-à-dire qu'il lui lance même pas un sortilège pour ça. Et ce qui est assez ironique quand on pense à l'histoire sanglante de la baguette de Suro, parce que les propriétaires successifs de la baguette de Suro sont morts par ceux qui voulaient récupérer la baguette, parce qu'il y a cette idée, cette fausse idée, qui est partagée par Voldemort d'ailleurs, que pour devenir le propriétaire, il faut forcément tuer celui qui possède la baguette. Harry prouve le contraire, il suffit juste de l'attraper. À la mode Moldu, tu l'attrapes, hop, allez à toi. Donc on voit bien, là, c'est une question d'intentionnalité, en fait. C'est-à-dire que Harry, il a la volonté de subtiliser la baguette de Drago, et ben en le faisant physiquement avec la main, bah ça marche aussi. Et nous passons au hibou sonore d'Ornella. Bonjour Jérémy, bonjour Marina et bonjour à l'invité. J'ai une question pour vous à propos des noms des professeurs. Je trouve bizarre et un peu impoli de la part des élèves d'appeler leurs professeurs par leur nom de famille sans la mention Mr. et Mrs. Comme il est fait pour Mr. et Mrs. Dursley ou Mr. et Mrs. Weasley. Je comprends pas trop. Est-ce que c'est parce qu'ils sont anglais et que c'est comme ça dans les établissements scolaires en Angleterre, voilà. Et aussi plus particulièrement dans le cas de Harry, Ron et Hermione et Hagrid, sachant que c'est un ami très proche du trio. Pourquoi il appelle par son nom de famille puisque son prénom est Rubéus? Voilà. Sinon, comme d'habitude, je me lasse jamais de vos épisodes. Je les écoute toujours en voiture et c'est toujours un réel plaisir. Je suis contente que la fréquence ne s'épuise pas et que les sujets soient toujours très intéressants. Voilà, donc bonne continuation et bonne santé et que tout aille bien dans votre vie. Merci Ornella pour ton hibou. Entre eux, ça me choque pas parce que j'ai souvenir qu'au collège, j'appelais par le nom de famille mes profs. Pas devant eux, hein, bien sûr, mais entre machin et même, je viens de Bourgogne. Alors on disait la machin. Oh non. Les pronoms devant les gens. Hein. C'est quelque chose. J'étais d'accord avec toi jusque-là. C'est pareil, mais il n'y avait pas le là devant. Ça, c'est un truc de campagne. Ah, même je pour les pense. profs, vous le disiez? Bah ouais, entre nous. Pas devant la Ok. personne. Ok. Mais entre nous, oui. Pourquoi toi, tu disais madame machin, même quand tu parlais Non, avec tu dis- tes potes? Bah non, tu dis pas le. Oui, effectivement, tu dis pas monsieur ou madame, mais tu mets pas le ou la devant le nom du prof, quoi. Non, mais c'est bizarre. Ça vous est jamais arrivé de dire oh la machin là Ah oui, mais en mode. mais d'un terme. Alors, c'est pas péjoratif. Oui, c'est ça. Dans la campagne, je sais que mes parents mettent des pronoms, mais c'est parce qu'ils ont grandi en campagne et ils ont passé toute leur vie à la campagne. Et donc, du coup, ils mettent un pronom devant, ils vont dire le Jérémy. Ouais. Mais c'est pas péjoratif. Non, Sauf alors que toi, avant de connaître mes parents, tu pensais que c'était péjoratif de mettre un pronom devant un nom. Oui, dans la campagne normande, de mettre un pronom devant quelqu'un, c'est un truc péjoratif. Ouais. Ou alors,
ah, le Dédé, je sais pas. mais c'est pas tout le monde, tu vois. Alors qu'en Bourgogne, c'est généralisé. C'est la, Oui, après, machin. c'est ma famille. Hein. Oui, En non, vrai, mais je ça- sais pas dans toutes les familles, sûrement. Mais ça raconte, je pense que c'est quand même un accent, tu vois, c'est un Oui, langage. c'est un accent Ouais. aussi, parce que je sais que, par exemple, ma maman, elle a un accent bourguignon quand même un Ouais, peu ouais. prononcé. Oui, bah oui. Donc, Après, les élèves à Poulard, ils sont quand même censés les appeler monsieur, madame. Ou professeur même. C'est même plus strict que nous, ce qu'on Oui. connaît en France. Par exemple, je sais qu'Harry se fait toujours reprendre sur Rogue, parce qu'il l'appelle Rogue, et Dumbledore lui dit toujours professeur Rogue. Mais oui, ça. effectivement, on a tous fait ça, non? Enfin, moi, je faisais pareil. Je mettais pas de pronom. Mais, Je pense que c'est un tic de langage de la jeunesse. Faire exprès de pas respecter le protocole. Et concernant Hagrid, c'est intéressant l'exemple d'Ornella parce que Hagrid, au départ, ce n'est pas un prof, donc ils l'ont pas à l'appeler monsieur, mais c'est vrai qu'ils pourraient l'appeler Rubéus. oui. Mais Hagrid se fait appeler Hagrid. Alors après, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il préfère qu'on l'appelle Hagrid? Mais peut-être qu'il aime pas Oui. son C'est prénom. exactement ça. J'ai retrouvé livre 1, chapitre 4. Il dit à Harry, appelle-moi Hagrid comme tout le monde. Voilà, bah voilà. C'est pas vraiment une question de préférence parce que c'est comme ça qu'il se fait appeler par tout le monde et qu'au final ça doit le déranger de se faire appeler Rubéus. Ouais. Enfin, et je sais pas si on a un autre exemple que Hagrid qui se fait appeler, enfin, je veux dire un non-prof qui se fait. Parce que pour les profs, je peux comprendre parce que comme on est sous Ouais. le point de vue des élèves, bah c'est Rogue, c'est McGonagall, c'est Flitwick et du coup limite, même je sais pas si. J'ai un vieux nom de famille qui remonte là des entrailles de ma prof de maths. Je sais pas si j'ai le droit de le dire au podcast. Je trouve, je sais même pas si elle est toujours vivante. Bon, je pense que il y aura pas trop d'incidence si tu le prononces, tu vois. Et je pense qu'elle est morte de méchanceté. Oh. Ah oui, là pour le coup c'est un petit peu, je sais pas. Après là. J'ai déjà raconté l'histoire, le truc qu'elle me faisait subir. C'est elle qui m'a lancé le cahier de texte sur la tête et les craies sur la tête. Elle est peut-être morte de méchanceté. Elle avait la tête d'un crapaud comme décrit Ombrage. Ah, c'était Ombrage quoi. Ouais, attends, mais elle était méchante. Oh, je suis désolée, je parle du nez. Elle était trop méchante avec moi. Mais c'est un truc Elle où... s'appelait... Vas-y, dis-le, vas-y. La Pernin. La Pernin. Tin. Et limite, quand nous, on était élèves, et je pense que c'est un peu le cas aussi des personnages dans Harry Potter, c'est que nos profs, ils ont pas de prénom un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, et ils ont pas de vie. Oui. Ils ont pas de vie. C'est marrant, cette question, elle m'a aussi rappelé un professeur de maths. Ah, les profs de maths. Ouais, j'ai Vas-y, entendu la balance, question. on est là pour balancer. Allez, c'est parti. Monsieur Selgoum. 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 C'était un sorcier aussi, il pouvait voir ce que faisaient les élèves dans son dos et compagnie. Ah non, mais ça, les profs, ça c'est un truc. Ils ont des yeux derrière la tête. C'est marrant que la question m'ait aussi fait penser à un prof de maths. Et effectivement, on l'appelait juste par son nom de famille quand il n'était pas là. Limite, tu vois, si tu vois le prénom de ton prof, c'était un peu en mode ouais, il s'appelle machin, il s'appelle Jérôme. Tu vois, genre il y a des TikTok tu gloussais pour rien, tu vois. Il y a des TikTok où des élèves américains font exprès d'aller devant leurs profs et les appellent par leur prénom. Ils sont super choqués. Moi, j'avais un truc comme ça parce que on est sur les petites anecdotes et tout. Il y avait 2 profs dans mon collège qui avaient le même nom de famille. Et donc, du coup, pour les différencier, il y avait leur prénom. Et en fait, on est tellement matrixé par le nom et le fait que les profs, ils ont pas de prénom, que du coup, on disait leur nom et le prénom. Donc, c'était Adam, le nom. Et alors, je me souviens plus du prénom du deuxième, mais le premier, c'était mon prof d'anglais. Et du coup, il s'appelait Monsieur Adam Eric. Donc, il s'appelle toujours Eric Adam, mais on l'appelait Monsieur Adam Eric. Limite, comme si c'était la suite de son nom de famille, tellement c'était qu'un seul et même nom, en fait. Adam Eric. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, pour Hagrid, je pense qu'il préfère qu'on l'appelle comme ça. J'ai pas en tête d'autres personnages. Ça me choque pas ce qu'ils font les élèves parce qu'on faisait pareil. Et limite, c'est même plus strict dans Harry Potter à Poudlard, qui est une espèce d'internat privé, etc. Où, par exemple, le directeur, c'est professeur Dumbledore. Enfin, du coup, Harry, par exemple, appelle Dumbledore professeur, alors que nous, ça serait monsieur ou madame, et c'est tout. Et il y a ce titre de professeur qu'on n'a pas, par exemple, en français. Ou alors peut-être dans des écoles que j'ai pas fait. Mais ouais, limite, c'est un peu plus strict, je trouve, là-bas. Après, il n'y a rien qui me choque dans le comportement des élèves.
Non. Et puis après, j'ai pas été relire toute la saga pour la question, mais dans mes souvenirs, Hermione utilisait un petit peu plus le professeur devant le nom du professeur que Harry et Ron. Je disais que ça correspondait bien. Elle était peut-être un peu plus soucieuse du protocole que les deux garçons qui l'utilisaient jamais, sauf quand ils se faisaient reprendre par Dumbledore, par exemple. Ouais. Oui, une question que je me suis toujours posée, et c'est une des questions que j'adorerais poser à Jean-François Ménard, c'est pourquoi ce choix d'avoir gardé les Mr. et Mrs. dans la traduction française, plutôt que de faire Monsieur et Madame. D'ailleurs, c'est vraiment les premiers mots du tout premier livre. Ouais. Mr. et Mrs. Dursley habitaient au 4 Private Drive. Et pourquoi pas avoir traduit ça par Monsieur, Madame, je ne sais pas, je me suis toujours posé la question. Peut-être pour rappeler ce truc en britannique. Ouais, sûrement. C'est écrit MRS. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais fait. Non, mais c'est la première fois du tout petit. C'est la première phrase de Harry Potter. Non, mais tu sais que j'ai jamais fait attention et je le lis pourtant. Monsieur et Madame Dursley. Bah après, on le lit comme on veut, ouais. Mais après, il y a beaucoup de Français, de francophones qui écrivent l'abréviation Monsieur MR alors que ça veut dire Mister. Ça veut dire Mister, ouais. D'ailleurs, je sais pas dans le livre audio français comment Bernard Giraudot le prononce, mais je crois que ça doit être Mister et Mrs. De mémoire, c'est Mister et Mrs. Je peux me tromper, mais... On le lit comme on veut, mais on est censé le lire comme ça, en tout cas. Mister et Mrs. Dursley ou Weasley, par exemple. On dit tout le temps Mrs. Weasley. On dit jamais... Ah, si, on le dit un peu Madame Weasley. Mais on dit les deux. Et on dit les deux parce que dans le texte, c'est Mrs. Weasley. Ouais, je dis Madame Weasley, moi. Moi, je dis Madame Weasley, moi. Je m'entends parler. Moi, je dis Madame Weasley, moi. Enfin, je me moque, mais j'ai la voix nasale aussi. Cette volière est terminée. Merci pour vos messages. Comme d'habitude, on attend vos hiboux sonores d'1 minute environ en message privé sur nos réseaux sociaux ou bien par email si vous préférez. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne Twitch aussi, le stream 9/3, parce que je diffuse certains messages là-bas aussi et les replays sont dispo sur YouTube la plupart du temps. On vous invite à regarder la description pour accéder à tous les liens utiles. Notre podcast est disponible sur à peu près toutes les applis d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli préférée si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, merci à ceux qui nous laissent des étoiles, voire des commentaires lorsque c'est possible. On pense notamment à Jean de la Lune, le Nifleur, et Poti Manon, qui l'ont fait sur Apple Podcast, ou à Kello sur Podcast Addict. Et on a réalisé il y a pas longtemps qu'on avait des commentaires aussi sur Audible. Coucou à ceux qui nous écoutent depuis là-bas, et merci aux commentaires YouTube également. Bref, si vous êtes un auditeur ou une auditrice de l'ombre, n'hésitez pas à réagir, vous êtes les bienvenus. L'appli la plus utilisée, c'est Spotify, bien sûr. On adore lire vos réactions sur chaque épisode depuis cette plateforme aussi. Vous avez la possibilité de soutenir notre projet si vous en avez l'envie et les moyens. Pour 4 galions par mois, vous pouvez rejoindre notre Patreon et débloquer l'accès aux after-shows qu'on enregistre à chaque fin de chapitre, ce qui fait du contenu chaque semaine, ce qui est plutôt pas mal. C'est ce qu'on s'apprête à faire avec Erwan maintenant d'ailleurs. On va discuter encore un peu là en coupant le podcast. On va reprendre juste après. Et on va discuter du thème de la transmission d'Harry Potter, que ça soit à ses enfants ou son entourage au sens large. Ou à son patron, le numéro 2. Je vais raconter toute ma vie. Marine, si vous voulez encore plus d'anecdotes de vie de Marina, c'est sur Patreon que ça Alors se moi, passe. j'appelle mon grand patron comme ça et le numéro 2. Sur Patreon, elle donne les noms et tout. L'adresse de ma boîte et tout. Ouais, Erwan, est-ce que t'as passé un bon moment avec nous? Est-ce que t'es prêt à discuter encore un petit peu avec nous? Ça va? C'était un super moment et je suis prêt à continuer, ouais. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment agréable. Bah, plaisir partagé. Et si vous voulez aussi nous rejoindre comme invité sur un futur épisode, tout comme Erwan, les candidatures se déroulent sur Discord. C'est depuis ce même serveur qu'on enregistre aussi. Et enfin, comme à chaque fin d'émission, on n'oublie pas de remercier les tipeurs, les irréductibles, merci beaucoup, qui nous soutiennent sur la plateforme. Merci à Corsettilou, Mugiwara, Julien BD, Charlotte, Lucie, Erol, Poki Pims, Bispack, Dispirit, Sophie, Kimidoc, Christelle, Aurélien, James, Pamela, Christelle et Chloé. Le prochain chapitre sera... Pourquoi tu rigoles? C'est un marathon le truc. On n'a pas le même rythme surtout. Le prochain chapitre sera le numéro 23. Et il sera bien entendu question du fameux...
spécial de Noël. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut.